10h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Gérald Darmanin en déplacement à la Guillotière à Lyon. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les 3 policiers agressés il y a 10 jours dans ce quartier sensible. Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus effectifs, déclare le maire de Lyon qui boycotte cette visite. 1 million de voyageurs attendus dans les trains ce week-end et un trafic noir dans le sens des départs aujourd'hui, rouge pour les retours. Voici ce qui vous attend pour ce week-end de chasse et croisée entre juilletistes qui rentrent de vacances et haussiens qui partent. Nous serons avec nos reporters sur les principaux axes routiers et dans les gares déjà bondées. Nouvel épisode caniculaire attendu sur la France. Les températures vont repasser au-dessus des 30 degrés pendant plusieurs jours. Le réchauffement climatique devient une réalité avec des conséquences de plus en plus graves pour la planète. Méga-feux, sécheresse, inondations aussi comme dans le Kentucky aux États-Unis. Est-ce que la Terre perd la boule? On en parlera avec nos spécialistes. L'actualité de ce samedi matin, c'est Gérald Darmanin qui est attendu dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Avant ça, le ministre de l'Intérieur effectue une visite dans un centre de rétention administrative. Cette visite à Lyon intervient 10 jours après l'agression de 3 policiers dans ce quartier sensible. Nous avons voulu revenir sur cette affaire depuis le début où Gérald Darmanin a tenu à montrer sa fermeté. Nicolas Laurent. C'est un ministre particulièrement attendu. Gérald Darmanin se rend dans le quartier de la Guillotière, 10 jours après cette violente agression de 3 policiers en civil. Et dans les rues, ce sont des habitants excédés par les violences quotidiennes qui s'apprêtent à recevoir le locataire de la place Beauvau. C'est sûr, j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose. Parce qu'il y a trop de violence, il y a trop de gens qui cassent tout, qui cassent les voitures. Beaucoup réclament plus de présence policière pour lutter contre la délinquance. Une présence peut-être plus importante, soit des forces de l'ordre ou d'agents de médiation ou quoi que ce soit, mais qu'on puisse circuler le soir sans se faire attaquer, sans se faire agresser, sans vivre. En 2020 déjà, Gérald Darmanin avait annoncé l'arrivée de 300 agents de police à Lyon. Mais selon la mairie, seuls 120 d'entre eux auraient bien été affectés. Pour certains commerçants du quartier, la présence renforcée des forces de l'ordre ne doit pas être la seule réponse. Alors c'est indispensable bien sûr, mais c'est aussi déplorable on va dire pour l'image du quartier. Et malgré cette présence-là, même quand ils sont présents sur la place, les trafics continuent. Si vous avez les camions de CRS à droite, ça trafique à gauche et inversement. Voilà, ça éparpille légèrement, mais ça ne stoppe pas le trafic. Au cours de son déplacement, Gérald Darmanin rencontrera les 3 policiers agressés il y a une dizaine de jours. Et on en discute aujourd'hui évidemment avec nos invités, nos spécialistes. Bonjour Jérôme Jiménez, merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes délégué UNSA Police Grand Paris. Nous sommes également en ligne à distance avec Valentin Lugenstrass. Bonjour, vous êtes adjoint au maire de Lyon. Bonjour. Et puis nous sommes également en plateau avec notre journaliste politique Alexis Cuvillier qui vient de nous rejoindre. Alexis, déjà pour planter le décor. Gérald Darmanin donc, vient à Lyon aujourd'hui. 10 jours, on le rappelle, après les faits, après cette agression des 3 policiers dans le quartier de la Guillotière. Pourquoi faire et pourquoi maintenant seulement ? Il y a une volonté maintenant pour Gérald Darmanin de montrer qu'il y a de l'action après une séquence intense de communication très forte. On avait compris déjà qu'il allait y avoir des décisions qui allaient être prises, vous vous souvenez, après cette visite d'Elisabeth Borne, pas très loin de la Guillotière, à Vaux-en-Velin. La Première ministre qui disait déjà qu'il y allait avoir des envois de renforts, ce qu'a confirmé Gérald Darmanin dans une interview chez nos confrères de la presse régionale Le Progrès, en l'occurrence presse locale. Et puis le ministre de l'Intérieur veut aussi pointer particulièrement cette question de la délinquance étrangère, puisqu'il explique qu'il y a environ un tiers des faits qui sont commis dans la grande banlieue lyonnaise qui sont le fait de délinquants qui sont en situation irrégulière. C'est un point sur lequel il va beaucoup insister aujourd'hui. Vous savez que en parallèle de la visite à la Guillotière, il y a l'inauguration d'un nouveau centre de rétention administrative. On est en train de voir les images en direct. Important, voilà, maintenant que la visite a débuté. Et puis bien sûr, ça c'est un point de friction. Évidemment, il y a beaucoup de politique là-dessous. C'est un point de friction sur cette question-là en particulier avec la mairie écologiste de Lyon. Puisque là, pour le coup, Monsieur Doucet explique que les renforts, c'est une annonce récurrente, qu'on a déjà annoncé dans le passé des efforts très importants pour le quartier, mais qu'en fait, tout prend un peu plus de temps dans la réalité des faits, dans la réalité de l'action, et qu'il y a aussi, ça c'est quelque chose qu'on entend aussi parfois de la part d'habitants qui vivent dans ce quartier, qu'il y a peut-être d'autres réponses plus
sur le plus long terme, peut-être dans la refondation aussi de ce quartier, à apporter. Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs. C'est ce qu'a dit Grégory Doucet, le maire de Lyon. On est justement donc en ligne avec Valentin Lugenstrass. Vous êtes adjoint au maire de Lyon. Cette visite de Gérald Darmanin, vous la voyez d'un bon œil ? Écoutez, le maire de Lyon s'est clairement exprimé sur le sujet. Je crois que nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment des actions concrètes. On a besoin d'avoir des effectifs. On a eu des annonces il y a 2 ans, justement, suite à une sollicitation du maire de Lyon au ministre Darmanin quand il est monté à Paris, 300 policiers supplémentaires. Et là, sans qu'on ait même vu les résultats aboutis de cette annonce-là, le ministre redescend de Paris pour refaire des annonces. C'est un peu compliqué, alors qu'en tant qu'élu de terrain, on a vraiment besoin d'action de l'État. Nous, on fait notre part. On est dans une situation compliquée et on l'a dit. Le maire de Lyon a clairement affirmé que le quartier de la Guillotière était une priorité. Nous, on revalorise le salaire des policiers municipaux, on recrute des policiers municipaux. C'est pas une tâche facile, y compris à la police nationale. On en a conscience, mais on a besoin aussi que le ministre Darmanin, soit dans une posture vraiment d'action et pas seulement d'annonce comme c'est le cas aujourd'hui. Alors pour préciser ce que vous disiez, il y a 2 ans, donc en 2020, en effet, Gérald Darmanin avait promis 300 effectifs supplémentaires à Lyon. Selon la mairie de Lyon, il n'y en aurait que 120 à l'heure actuelle. Vous nous confirmez ce chiffre. Et qu'est-ce que vous attendez de plus, du coup, comme action ? Vous disiez que vous voulez de l'action maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de plus que des effectifs, si ça ne suffit pas ? Je crois qu'il faut peut-être revenir un peu sur la situation à la Guillotière. En tant que mairie, on a affirmé que c'était une priorité. De notre côté, on recrute massivement dans la police municipale avec plus 37 policiers, là, rien que dans les premiers mois de 2022. On a mis 550 000 € par an sur la table justement pour revaloriser le métier de policier parce que c'est un métier important et qui n'est pas suffisamment valorisé. Ça, c'est ce que vous faites, on l'entend bien, mais qu'est-ce que vous attendez du ministre ? J'y arrive. Et on investit aussi 5 millions d'euros sur les caméras, mais aussi, et c'est ce qui fait écho avec ce que vous disiez un certain nombre de fois, c'est on a besoin d'un plan d'action aussi, de prévention, de police de proximité, de réaménagement du quartier. Ça, c'est ce qu'on engage. Et nous, ce dont on a besoin de la part du ministre, c'est pas de faire des annonces, mais des actions concrètes. On travaille d'ailleurs d'une manière très constructive avec le préfet, avec le délégué départemental à la sécurité publique. Et on n'a pas besoin d'un ministre qui descend à Paris et qui vient dire aux élus locaux qu'il y aura encore des annonces alors qu'il n'a même pas encore fourni les résultats. Ce qu'on comprend, c'est que vous dénoncez une opération de communication de la part du ministre de l'Intérieur. Jérôme Jiménez, je rappelle que vous êtes délégué UNSA Police. Il a raison, votre ministre, de faire ça ? Alors déjà, il faut souligner que sur le mandat précédent, à chaque fois que des policiers ont été mis en difficulté, le ministre s'est déplacé. Par une communication. En tous les cas, nous, on sait que à chaque fois que des policiers ont été pris à partie, ou blessés, ou autres, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est déplacé, a rencontré les policiers pour afficher son soutien auprès des policiers. Donc nous, on le voit plutôt d'un bon œil. Après, je reste aussi très prudent. Il vient d'annoncer 570 effectifs. Ce n'est pas rien. Je sais que le mois prochain, il y aura 40 policiers sortis d'école qui seront affectés à Lyon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le cadencement qui sera fait pour ces 570 policiers. On sera vigilant par rapport à ça. Il y a une réelle pénurie d'effectifs sur tous les policiers de la division centre. Ce sont ces policiers qui travaillent sur le secteur de la Guillotière et on sait qu'ils travaillent tous à flux tendu. Alors, on va peut-être commencer par le début. Je pense qu'il faut déjà avoir les effectifs pour travailler dans de bonnes conditions et après, il y aura des choix à faire, législatifs ou autres, sur les OQTF et les centres de rétention. Mais sans le personnel humain, comment voulez-vous travailler dans des bonnes conditions de sécurité pour tous ? On comprend bien, ces 570 effectifs, c'est en plus des 300 qui avaient été promis déjà Non, c'est pour compléter. Exactement, je pense que c'est un... Arrivé au total de 570. Et comment on est arrivé là, à la Guillotière ? La police a abandonné ce quartier ? Non, elle ne l'a pas abandonné, mais en fait, moi, ce qu'on me rapporte, c'est que aujourd'hui, sur Lyon, il est difficile d'assurer les missions de police secours. Vous savez, ces missions où vous faites le 17 et les missions d'ordre de police générale, de vie quotidienne aussi, de la vie quotidienne, sont difficiles à gérer. Donc, si on a déjà du mal à traiter ces affaires quotidiennes, comment voulez-vous résoudre des problèmes de fond plus importants sur des secteurs comme ce quartier ? Valentin Lugenstrass, avant de terminer, on voudrait avoir votre sentiment justement sur ce quartier de la Guillotière. On le décrit comme un quartier sensible depuis longtemps déjà. Quelle est l'atmosphère qui y règne actuellement ? Comment les habitants de ce quartier y vivent ?
D'abord, évidemment, l'attaque des policiers a choqué le quartier, ça c'est une certitude. Après, il faut voir que nous y sommes en tant qu'élus de terrain, on y est quasiment tous les jours, que ce soit moi-même, le maire de Lyon, l'adjoint à la sécurité, la maire du 7e qui habite même sur place, à l'inverse de ce que certains disent sur les plateaux. Donc on est au contact permanent des habitants et des commerçants. Ils nous disent qu'ils ont bien vu des améliorations depuis 6 mois, depuis le début de l'année, avec le marché sauvage qui a bien disparu, avec moins de revendeurs de cigarettes de contrefaçon. Mais on voit très clairement que la bataille n'est pas encore gagnée. Il y a des efforts à faire et comme l'a dit monsieur, on a besoin effectivement de ce travail aussi continu. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux un retour aussi de la police de proximité, en parallèle évidemment d'une police qui puisse intervenir lorsqu'il y a ce type d'attaque ou de violence. Et puis aussi le travail de fond que nous menons aussi sur l'accompagnement social, la prévention, parce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, en fait, c'est une situation à la Guillotière qui dure depuis de nombreuses années, qui s'est accentuée effectivement avec la fin du premier confinement, mais qui dure depuis de nombreuses années. Donc il faut apporter une réponse à court terme avec les forces de l'ordre, mais aussi penser le moyen terme, le long terme pour effectivement apaiser le quartier. Merci Valentin Lugenstrass. On remercie également Jérôme Jiménez d'être venu sur ce plateau. Dans l'actualité également ce samedi, les températures qui vont de nouveau dépasser les 30 degrés aujourd'hui dans de nombreuses régions françaises. Et c'est reparti pour durer quelques jours. Guillaume Séchet est avec nous sur ce plateau. Donc la France va vivre sa 3e canicule de l'été. 3e. Alors, peut-être pas canicule, mais en tout cas vague de chaleur. On aura un pic de chaleur mercredi, ça sera vraiment très très difficile. En fait, ça va aller crescendo. La chaleur ne nous a jamais vraiment quittés. En fait, réellement, elle est au port de la France, actuellement au sud et au sud-est. Il fait très très chaud actuellement en Espagne, par exemple. Jusqu'à 40 degrés en Andalousie. Et donc, cela va aller crescendo. Alors, cet après-midi, on aura des températures qui ne seront pas trop excessives, on va dire aux alentours de 30 degrés. 31 degrés par exemple sur Paris, 34 à Marseille. Demain, ça va commencer vraiment à chauffer, notamment dans le sud-est, 36 degrés à Marseille. Et c'est surtout donc à partir de lundi, mardi, qu'il fera vraiment très chaud sur quasiment tout le pays. On aura plus de 30 degrés largement en moyenne sur la France lundi. Mardi sera une journée extrêmement chaude dans le sud-ouest, avec des pointes à 40 degrés. 40 degrés également en basse vallée du Rhône. Et puis progressivement, donc, cette chaleur va remonter vers le nord-est, quasiment jusqu'en Ile-de-France. Il fera jusqu'à 34-35 degrés à Paris. En tout cas, on aura jusqu'à 38, voire davantage dans le nord-est. Ensuite, ça va se calmer progressivement. Mais attention, car cette sécheresse va encore s'étendre. On est déjà à 92 départements connaissant des restrictions d'eau, quasiment toute la France en fait. Seul Paris ainsi que la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine ne sont pas concernés. D'ailleurs, une sécheresse record, vraiment cette année. Il faut savoir que les sols superficiels n'ont jamais été aussi secs depuis le début des mesures en 1957. Donc, on est au-dessus de 1976 et au-dessus de 2003. Et lorsqu'on compare donc les deux images satellites, donc celle de l'année dernière à la même époque à gauche et celle de cette année, on voit que les campagnes sont beaucoup plus jaunes. Du ciel. Ouais, sont beaucoup plus jaunes cette année. Merci beaucoup pour ces explications très détaillées, visuelles également. Merci Guillaume pour ce point de situation. Et avec la chaleur, forcément, la sécheresse et le vent, c'est un week-end à haut risque sur le front des incendies. Tous les massifs du département des Bouches-du-Rhône sont d'ailleurs fermés aujourd'hui. Au total, 25 massifs interdits au public. Les autorités appellent à la plus grande prudence. D'ailleurs, depuis le début de l'été, de nouveaux incendies, vous en souvenez, se sont déclenchés dans la région PACA, notamment dans le massif de la Montagnette. Prudence également du côté de la Corse. Élise Breteau, on vous retrouve sur place. Les chasseurs, notamment, se mobilisent eux aussi pour surveiller les départs de feu. Oui, les chasseurs sont appelés en renfort sur toute l'île pour signaler tout départ de feu, car ici, tous les massifs forestiers sont concernés par la sécheresse. Et ces forêts, les chasseurs, évidemment, les connaissent bien. Du nord au sud, le maquis est très sec. Il a même roussi par endroits. Il faut dire qu'il n'a quasiment pas plu depuis 3 mois. Ici, les départs de feu sont presque quotidiens, mais pour l'instant, heureusement, rapidement éteints grâce au quadrillage des pompiers et au largage des moyens aériens. Aujourd'hui encore, 3 massifs forestiers sont fermés en raison d'un risque incendie jugé très sévère. La forêt de Bonifat, près de Calvi, la partie ouest des Agriates et le Fang. Interdiction de circuler et bien sûr interdiction d'emploi du feu. Il est plus largement recommandé à tous de la plus grande prudence si vous vous trouvez en montagne aujourd'hui.
Élise Breteau en Corse. Bonjour Patrick Marlière, vous êtes météorologue et directeur d'Agathe Météo. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. On vient de voir la sécheresse en Corse, les vagues de forte chaleur qui se succèdent. 3e canicule de l'été. Ce mois de juillet aura été le plus chaud. C'est du jamais vu. Non, c'est vraiment du jamais vu. On est en train de battre tous les records. C'était évoqué il y a quelques instants par Guillaume. Effectivement, c'est le mois le plus sec, le moins de précipitations. Donc, évidemment, la situation est un peu catastrophique et il semble que ça va durer puisque on l'annonce effectivement cette vague de chaleur, la 3e qui arrive la semaine prochaine. Et à vrai dire, on ne voit pas la fin puisque les tendances en dehors des orages qui pourraient subvenir à partir de la fin de la semaine prochaine, eh bien, il y a de nouveau des vagues de chaleur qui pourraient revenir sur la France d'ici la fin du mois d'août. Alors ça, c'est pour la situation en France. On vous garde, Patrick Marlière, parce qu'on va parler également de la situation aux États-Unis, où là, ce n'est pas le feu que l'on craint, mais c'est l'eau. Au moins 25 morts sont à déplorer dans l'État du Kentucky. Bilan encore provisoire, qualifié des pires inondations de l'histoire du pays. Oui, tempête donc, inondation. Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe naturelle et débloqué des renforts fédéraux. On en parle avec vous dans un instant, Patrick Marlière. D'abord les images, bien sûr, les faits avec Nicolas Laure. Un quartier entier submergé par les eaux. Le Kentucky a vécu ces dernières 24 heures les inondations les plus importantes de son histoire. Au sol, des paysages dévastés. Cette habitante handicapée de Lexington s'est retrouvée piégée par la crue, bloquée dans son véhicule et secourue in extremis par un voisin. J'étais complètement entourée par l'eau qui montait dans le véhicule. Je pensais que j'allais rester assise là et me noyer. J'étais si effrayée, je me suis mise à prier. À Jackson, autre ville touchée par les crues, cette habitante fait le tour de son quartier pour s'assurer que ses voisins sont en sécurité. Dans quel état est votre maison? Elle a été sauvée par les secours. L'hélicoptère est descendu à environ 1 mètre de ma voiture. Ils ont téléphoné à l'équipe d'intervention et ils sont venus dans leur véhicule à 4 roues. Ils ne sont venus qu'à mi-chemin, puis ils ont marché pour venir me chercher, moi et mes sacs. Après le déluge, la solidarité entre habitants s'organise. Des vêtements et des denrées alimentaires sont distribués aux sinistrés. Je peux vous promettre qu'ici, nous faisons partie des personnes les plus travailleuses, les plus résilientes que vous trouverez jamais. Nous reconstruirons. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi l'état de catastrophe majeure dans le Kentucky. D'importants fonds fédéraux seront alloués à l'État pour œuvrer à sa reconstruction. Patrick Marlière, on revient avec vous. On a une question. Est-ce que finalement la planète devient folle ou est-ce que clairement ce sont là aussi les effets du changement climatique ? Il y a un peu des deux, puisque effectivement le réchauffement climatique affole l'atmosphère et provoque ces phénomènes extrêmes. Alors on le voit, le Kentucky qui avait déjà été touché il y a 6 mois par des tornades extrêmement violentes, les plus violentes aussi jamais observées dans ce secteur, et puis les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mercredi. Alors c'est l'équivalent, pour comparaison, peut-être des plus forts épisodes cévenols que l'on touche sur le sud de la France en Occitanie. Donc voilà, des quantités d'eau impressionnantes, 300 litres par mètre carré, évidemment. Et la configuration géographique, eh bien, malheureusement, a provoqué ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces inondations, ces cours d'eau qui se transforment en rivières, ces averses orageuses qui se déversent et qui provoquent ces inondations. Donc voilà, une situation qui est vraiment très inquiétante. Et puis évidemment, avec ce type de situation, elle peut se renouveler. Et l'inquiétude aussi en France, puisque la Méditerranée a des températures très élevées. On voyait tout à l'heure avec votre météo des plages, près de 30 degrés en Méditerranée. Ben évidemment, avec une Méditerranée aussi chaude, donc eh bien évidemment, les phénomènes cévenols qui touchent le sud de la France pourraient se reproduire et de façon assez violente aussi au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc évidemment, on reste en vigilance et on surveille ces événements sur la France. Ce qu'on observe, en tout cas, Guillaume Séchet, c'est des changements profonds en termes météorologiques. Oui, je voulais vous montrer justement cette carte, elle est assez incroyable. C'est une carte des anomalies de pression atmosphérique au cours de la première partie de l'année. Et on voit très clairement que les anticyclones subtropicaux, donc à la fois sur l'hémisphère nord et sur l'hémisphère sud, comme quoi c'est vraiment mondial, remonte à des latitudes de plus en plus septentrionales. On est vraiment dans un anticyclone depuis des mois et des mois sur la France et c'est la raison pour laquelle il fait chaud et surtout la raison pour laquelle la sécheresse est vraiment historique.
Merci beaucoup pour ces précisions, Guillaume Séché. Merci également à Patrick Marlière de nous avoir éclairé sur ces situations météorologiques extrêmes, aussi bien donc chez nous en France qu'aux États-Unis. On en vient à présent à cette autre actualité. Vous le savez, c'est le week-end du traditionnel chassé-croisé sur les routes de France. Il y a des vacanciers du mois de juillet qui rentrent et puis il y a ceux du mois d'août qui, eux, partent. Résultat, on se retrouve bloqués sur les routes. Et ce samedi est d'ailleurs carrément classé noir sur tout le territoire dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Anne-Laure Bance, vous êtes sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône, dans un centre de contrôle. Ce qu'on voit avec les écrans derrière vous. Comment ça roule actuellement ? Effectivement, les automobilistes sont sous très haute surveillance et près de 200 caméras sont en train de retransmettre en direct ce qui se passe sur cette autoroute A7 entre Vienne et Orange. 200 caméras qui effectivement voient tout au long de cette journée le trafic se densifier. Et justement, Fanny, vous en parliez, est-ce qu'on arrive enfin au chassé-croisé ? Morgane, effectivement c'est le cas. Là, on a un chassé et on commence à avoir un tout petit croisé dans le sens des retours. Expliquez-moi un petit peu. Exactement. Donc là, en fait, on voit que dans la vallée du Rhône, on est toujours sur des temps de parcours qui sont relativement longs, où il faut compter plus 3 heures pour faire Vienne-Orange. D'habitude, il faut 1h30. Et là, on est plutôt sur du 4h30, comme c'est marqué ici. Et on commence aussi à voir, dans l'autre sens, des petits bouchons qui arrivent doucement sur Orange, sur l'Oriol et sur l'arrivée de Valence. Donc là, pour le moment, il faut... Petit problème de liaison avec Anne-Laure Bance et son invité en direct de ce PC de contrôle, donc sur l'autoroute A7. Ce qu'on constate, c'est que les bouchons ont déjà commencé. Depuis tôt ce matin, à 9h, il y avait déjà 250 km de bouchons sur l'ensemble du réseau français. Ça ne va pas s'améliorer d'ici la mi-journée. On pourra atteindre des pics, comme c'était le cas lors des précédents week-ends, jusqu'à 800, 900, 1000 km de bouchons. On suivra ça en tout cas et on vous tient au courant. Bon courage si vous allez prendre la route dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Soyez évidemment extrêmement prudents. On va passer à l'économie tout de suite sur BFM TV. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Et l'actualité de l'économie qui nous concerne tous en ce moment, c'est cette inflation qui entraîne par ailleurs des hausses des prix, notamment dans les supermarchés. Stéphane Pedrazzi. Oui, 6,7% de hausse sur un an pour les produits de grande consommation dans l'hygiène et l'alimentation. C'est ce qui ressort des relevés qui ont été effectués en grande surface par l'Institut IRI. Alors effectivement, c'est supérieur à l'inflation, au chiffre global qui a été publié cette semaine par l'INSEE. Mais surtout, on constate une forte accélération puisqu'il y a encore 3 mois, la hausse des prix dans les supermarchés n'était que de 2,8%, c'est-à-dire 2 points en dessous de l'inflation sur cette période. On constate également que les marques premiers prix ont fortement augmenté, 11,4% de hausse. C'est pratiquement 2 fois l'inflation, tout simplement parce que le poids des matières premières dans le prix final de ces produits est plus important que pour les autres marques. C'est logique. Mais ça pénalise malheureusement les ménages les plus modestes puisqu'ils ont généralement tendance à acheter davantage de produits premier prix que la moyenne des consommateurs. Dans le détail des produits, assez peu de surprises. Les hausses les plus spectaculaires concernent les viandes surgelées, pratiquement 26% d'augmentation. La viande hachée, 19,4%. Les pâtes alimentaires, 18,5%. Il y a quelques catégories de produits, elles sont assez peu nombreuses, où les prix ont reculé. C'est le cas notamment de la lessive, avec une baisse de 0,6%. La mauvaise nouvelle, c'est que la hausse des prix va continuer. Michel-Édouard Leclerc, interrogé cette semaine sur BFM TV et RMC, a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 9% au cours de l'hiver prochain. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. 10h23, le journal des sports, Elia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Salut Lia. Bonjour à tous. C'est jour de reprise pour la Ligue 2 et on va surveiller de près les Girondins de Bordeaux qui ont vécu une pré-saison très particulière. Oui, parce qu'ils ont appris mercredi qu'ils étaient finalement maintenus en Ligue 2. Ça s'est joué à quelques minutes près et pas rétrogradé en National 1 comme ça avait été le cas au départ pour des problèmes financiers finalement sauvés par le CNOSF et le comité exécutif de la Fédération française de football. Bordeaux jouera bien en Ligue 2. Soulagement pour le personnel du club, pour les joueurs et pour l'entraîneur David Guillon qui était assez confiant tout de même.
J'avais régulièrement mon président au téléphone et on avait confiance dans la direction. On sentait que plus ça allait, plus ça sentait bon, qu'il y avait vraiment des arguments très clairs et solides qui renforçaient à chaque fois le dossier. Oui, la descente en Ligue 2, c'était déjà un petit traumatisme forcément pour les supporters parce que ça faisait très longtemps que Bordeaux n'avait pas connu la deuxième division. Fallait remonter à 1991-92. Le programme avec Bordeaux-Valenciennes à 19h, place au terrain. Vous voyez tout le programme, ça finira lundi et on surveillera aussi de près le match à 15h. Entre Dijon et Saint-Etienne. Saint-Etienne, autre institution du foot français qui est en Ligue 2 après une fin de saison cauchemar en Ligue 1 l'an passé, une défaite dans les barrages, les débordements des supporters, des sièges brûlés et puis 3 points de perdus, 3 points de suspension au classement pour les Stéphanois. Difficile donc de se voir déjà comme un favori à la montée pour Laurent Batles. On n'est pas favori, on est déjà à moins de 3 par rapport aux autres. Et il va falloir déjà revenir dans une certaine forme de positive au niveau des points. Avant de parler de favoris, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes que nous qui sont favoris. Parce que nous, obligatoirement, en étant à moins de 3, on n'est même pas encore dans le championnat par rapport aux autres. On va essayer d'être ambitieux pour essayer d'aller prendre 2 points le plus rapidement possible. Et du cyclisme, maintenant, il y a, puisque ça y est, on approche de l'épilogue pour le Tour de France femmes. Il ne reste plus que 2 étapes. Oui, 2 étapes et les plus dures. Il y a 8 étapes en tout dans cette première édition du Tour de France Femmes. Et là, la route va s'élever sur les 2 dernières étapes. Hier, étape en Alsace qui a souri à Marianne Vos, la maillot jaune. Une étape animée par une Française, Marie Lenette, très offensive dans le groupe de 13 à l'avant et qui a été reprise seule à 5 km de l'arrivée au sprint la plus forte. C'est Marianne Vos, la néerlandaise, 2e victoire d'étape pour elle dans ce Tour. Parfait pour l'instant pour elle. C'est vraiment une course incroyable. Bien sûr, arriver sur cette fin de semaine avec cette victoire d'étape et de conserver mon maillot jaune à ce moment de la course, c'est une très bonne chose, c'est génial. Je vous le disais, la route va s'élever à partir d'aujourd'hui. On est toujours en Alsace pour cette 7e et avant-dernière étape entre Sélestat et le Markstein. 3 difficultés classées en première catégorie. Et pour terminer, le Grand Ballon, c'est le point culminant des Vosges. On est presque à 1400 mètres d'altitude. Et puis dimanche, dernière étape avec la très difficile montée vers la super planche des belles filles. Il y a des pourcentages à plus de 24%. Ça va être très dur. Et c'est sur ces 2 dernières étapes que le classement général de ce Tour de France Femmes va se jouer. On le rappelle, c'est la première édition. Ouais. On est fiers en tout cas de voir cette nouvelle édition. Évidemment. Avec l'arrivée en altitude, ça change les Champs-Élysées. Elles sont parties de Paris et elles arrivent à la montagne. Merci bien. Ça, je vous préviens. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Les températures remontent de nouveau. Guillaume Séchet, la météo. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un temps très ensoleillé et chaud aujourd'hui, mais sans excès. Vous allez pouvoir profiter de la plage, en tout cas sur la plupart des littoraux. Regardez plutôt les températures de l'eau de mer, actuellement entre 17 et 20 degrés sur le littoral de la Manche et jusqu'à 28, 29 degrés encore. C'est vraiment un record. On pourrait même atteindre 30 degrés à la fin de la saison. C'est vraiment tropical, avec donc cet air très chaud qui nous vient d'Afrique du Nord, qui ne nous concerne pour l'instant pas trop, donc des températures pas trop excessives cet après-midi. Ça ne va pas durer, sachez qu'on prévoit vraiment une vague de chaleur à partir de lundi. En tout cas, cet après-midi, il y aura encore quelques nuages résiduels dans le sud-ouest, du soleil partout ailleurs, du soleil surtout d'ailleurs près de la Méditerranée avec un peu de Mistral et de Tramontane. Les températures cet après-midi aux alentours de 30, 31 degrés. 31 degrés par exemple à Paris, jusqu'à 34 degrés à Marseille. Et donc c'est à partir de demain que ça se réchauffe, surtout dans le sud-est, avec des valeurs largement supérieures à 30 degrés. On ira même jusqu'à 36 degrés à Marseille, 30 degrés à Paris. Et donc, les jours suivants, donc au début de la semaine prochaine, eh bien, les 30 degrés seront largement dépassés. On ira même jusqu'à 35, 36, 40 degrés dans la journée de mercredi, qui verra donc un pic de chaleur avec donc beaucoup de soleil, un soleil de plomb. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence.
10h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez à la une aujourd'hui. 10 jours après l'agression de 3 policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière, Gérald Darmanin est en visite dans la ville aujourd'hui. Nous le suivons en déplacement, le ministre qui a récemment soulevé la polémique autour de l'expulsion des délinquants étrangers. Il visite d'ailleurs un nouveau centre de rétention administrative. Un crime de guerre délibéré selon Volodymyr Zelensky. Il affirme que la Russie a volontairement bombardé une prison où se trouvaient des prisonniers de guerre ukrainiens dans un territoire séparatiste dans l'est du pays. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette attaque qui a fait plus de 50 morts. À la une également, 1 million de voyageurs attendus dans les trains ce week-end et un trafic noir dans le sens des départs aujourd'hui et rouge pour les retours. Voici ce qui vous attend pour ce week-end de chassés-croisés entre juilletistes qui rentrent et haussiens qui partent en vacances. Nous serons avec nos reporters sur les principaux axes routiers et dans les gares déjà bondées. Mais tout d'abord, l'actualité en Ukraine. Une 50aine de prisonniers ont trouvé la mort dans un bombardement hier à Olenivka, dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. Une prison sous le contrôle des séparatistes pro-russes. Moscou accuse l'armée ukrainienne d'être à l'origine de l'attaque, mais Volodymyr Zelensky dénonce, lui, un crime de guerre perpétré par le Kremlin. Récit de Nicolas Laure. Après l'attaque au milieu des débris, seules les carcasses de lits métalliques détruits sont encore reconnaissables. La cible de ce bombardement, cette prison d'Olenivka dans l'est de l'Ukraine, territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. Un site sensible où étaient détenus plusieurs centaines de prisonniers de guerre ukrainiens, parmi eux des soldats du régiment Azov. C'est un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré, alors que quand les soldats du régiment Azov s'étaient rendus, l'Union européenne et la Croix-Rouge avaient obtenu la garantie qu'ils seraient bien traités. Une 50aine d'entre eux auraient perdu la vie dans cette frappe, mais le Kremlin nie toute implication et accuse même l'Ukraine d'avoir ciblé ses propres soldats. Ce soir, le régime de Kiev a délibérément mené une provocation sanglante. Le centre de détention provisoire de la région d'Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre ukrainiens, dont des militants de la formation Azov, a été touché par une attaque au missile du système américain de roquettes multiples. Une guerre de communication entre les deux nations belligérantes. L'Union européenne, elle, accuse les forces armées russes d'être responsables de cette attaque et dénonce des atrocités qui pourraient s'apparenter à de nouveaux crimes de guerre. Et avec nous en plateau aujourd'hui, Michel Goya, consultant militaire BFM TV. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sylvie Berman également, consultante diplomatie BFM TV. Michel Goya, pour commencer, qui étaient ces prisonniers qui étaient donc dans cet établissement, qui se trouvaient dans cette prison et qui ont perdu la vie? Alors, cette prison se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville de Donetsk, qui est la capitale de la République séparatiste du même nom. Elle se trouve sur la route qui mène à Mariupol, et beaucoup de ces prisonniers, a priori 192, étaient des prisonniers de Mariupol. Donc qui sont rendus dans les derniers jours de la bataille. Ça a été déjà évoqué, un certain nombre d'entre eux faisant partie du régiment Azov. Point particulier de cette prison, c'est qu'elle n'était pas accessible à la Croix-Rouge. Donc les Ukrainiens notamment accusaient les Russes ou les séparatistes russes de mener un certain nombre d'exactions, en réalité, voire des exécutions dans cette prison, on ne sait pas trop. Et pour eux, la version, en gros, c'est une exécution de masse, qui a été perpétrée peut-être. Et on a cité le cas de cette Société prison, Wagner. Elle est dirigée par les Russes, c'est ça? Elle était, pardon? Elle était dirigée par des forces russes, donc en Ukraine. Voilà, séparatistes russes, plus précisément. Et on accuse, l'Ukraine accuse notamment le groupe Wagner, donc c'est revenu sur le devant de la scène, d'avoir géré cette prison et d'avoir en réalité exécuté ces gens et d'avoir d'avoir provoqué cette explosion pour masquer aussi un certain nombre de choses qui s'étaient passées dans la prison. Alors, de manière générale, les motivations sont quand même très, très floues de part et d'autre. C'est une affaire qui est effectivement très mystérieuse. Personne n'évoque, par exemple, la thèse de l'accident.
une erreur de frappe, par exemple. Personne n'en parle et tout le monde accuse l'autre d'avoir exécuté en réalité ces prisonniers. On ne comprend pas très bien pourquoi les Ukrainiens l'auraient fait. Il est question de... il y a plusieurs discours, plusieurs narrations qui sont fournies en même temps. Certains disent voilà, c'est pour dissuader d'autres soldats ukrainiens de se constituer prisonniers. D'autres, c'est pour les faire taire. Bon, c'est quand même un peu fumeux, mais en même temps, on ne voit pas très bien pourquoi les Russes ou les séparatistes russes auraient bombardé une prison qui contrôle même. Donc voilà. Donc le problème étant que il faudrait une enquête internationale et ce sera extrêmement difficile de la mener. Cela dit, Sylvie Berman, à partir du moment où il y avait des prisonniers du régiment Azov à l'intérieur de cette prison, ce sont eux qui sont qualifiés de nazis par Moscou. C'est même ce qui a justifié l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. On peut penser que du coup, c'est un coup de la Russie ? Alors, je crois que pour le moment, on ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas d'enquête, c'est difficile de le dire. Parce que l'intention affichée des séparatistes, c'était de faire des procès et de les faire condamner pour terrorisme et avec des condamnations à mort, puisque c'est possible dans les républiques séparatistes. Donc, parce qu'a priori, c'était pas nécessaire de les exécuter comme ça, finalement, à l'issue d'un procès, ça aurait pu également être fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même une affaire assez mystérieuse. Ce qui est intéressant, c'est que dans les accusations ukrainiennes, effectivement, ils visent Wagner et en disant que cela n'a pas été coordonné avec le ministère de la Défense russe. Mais encore une fois, que a priori le pays qui détient ces prisonniers de guerre est censé les maintenir en sécurité aussi. Tout à fait. Oui, puisque c'est en zone séparatiste et c'est vraiment tout à côté de Donetsk, la capitale. Il y a effectivement la volonté d'en faire un procès, donc de les faire parler, de les faire avouer. Donc il y avait aussi c'était l'occasion de mettre en avant justement la présence de nazis dans les rangs ukrainiens et l'importance de cette présence dans les rangs ukrainiens. Donc c'est effectivement très, très étrange. Ce qu'il faudrait, c'est de savoir quelle est l'origine de ce... Je ne sais pas si c'est un missile qui a bombardé cette prison. Il n'y a pas moyen de le savoir ? Il faudrait effectivement qu'il y ait une enquête un peu plus approfondie. Et là, pour l'instant, on manque d'éléments. Peut-être, oui, qu'on va trouver des éléments de trajectographie. Mais c'est compliqué. Alors là, les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir utilisé, ils en profitent pour dire, voilà, vous avez utilisé le système américain fourni par les Américains, HIMARS, c'est de lance-roquettes multiples. Donc, ils en profitent pour accuser les Ukrainiens qui, effectivement, effectuent des frappes sur le sol de la République de Donetsk avec ces systèmes-là. Si la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement et se renvoient la balle, c'est aussi la traditionnelle guerre de communication entre les deux camps dans une guerre. Oui, bien sûr. Alors, j'allais dire, c'est une bonne guerre. Enfin, ça a toujours été, c'est toujours comme ça. Et effectivement, chaque acte, chaque événement est accompagné forcément d'une communication, d'une narration de part et d'autre, qui est évidemment toujours contradictoire. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a aucune de ces narrations qui est en réalité assez convaincante. Oui, qui reste assez mystérieuse, cette situation. Sylvie Berman, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres prisons comme ça en Ukraine où des prisonniers sont maintenus dans des conditions un peu similaires et qui pourraient, elles aussi, être attaquées ? Alors, il y a des prisons, effectivement, en Ukraine, parce qu'il y a des prisonniers de guerre, il y a des échanges de prisonniers assez réguliers. Alors, les conditions, elles ne sont peut-être pas aussi mauvaises qu'elles l'étaient dans les zones séparatistes. Cela dit, les ONG parlent aussi d'exactions ou de crimes de guerre, mais là, c'est très difficile de le savoir. Alors, si cette attaque est imputée à la Russie, ce ne sera pas la première fois que la Russie commet des crimes de guerre, visiblement, depuis le début de cette offensive. Est-ce que cela dit, dans l'autre camp, le camp ukrainien, il n'y a pas aussi des exactions ? Est-ce que les forces ukrainiennes sont toutes blanches ? Non, bien sûr que non. Mais on a vu passer des vidéos, notamment justement d'exactions sur des prisonniers russes. Effectivement menés par des forces ukrainiennes, souvent d'ailleurs plutôt par des milices ukrainiennes ou des volontaires étrangers. Donc oui, c'est possible. De la même façon que, comme je disais tout à l'heure, les Ukrainiens pratiquent aussi des frappes. On parle beaucoup évidemment des frappes qui sont beaucoup plus importantes
de toutes les frappes à l'intérieur du territoire ukrainien par les forces russes, des frappes par missiles, par l'artillerie, qui provoquent beaucoup de dégâts et qui provoquent beaucoup de pertes civiles. Mais les Ukrainiens aussi effectuent des frappes à l'intérieur des territoires contrôlés par les Russes, et notamment aussi dans les territoires séparatistes. Et si vous voulez, statistiquement, ces frappes touchent aussi, même si les objectifs sont purement militaires, même si les Ukrainiens utilisent des systèmes qui sont quand même beaucoup plus précis que ceux qui sont utilisés par la Russie, mais statistiquement, vous avez aussi ce qu'on appelle les dommages collatéraux qui sont effectués. Donc voilà, donc c'est... oui, il y a des faits, il y a des crimes qui sont commis de part et d'autre, mais voilà, la balance pour l'instant est quand même très largement disproportionnée, malgré tout. Merci Michel Goya, merci Sylvie Bermann. Vous restez avec nous, on vous retrouvera dans notre journal à 11h évidemment pour reparler de ce bombardement d'une prison en Ukraine. On en revient à présent à cette autre actualité. En France, cette fois-ci, cette image embarrassante pour le moins pour le gouvernement, ces voitures vides, moteurs allumés pour faire fonctionner la climatisation en plein Conseil des ministres. C'était hier. Et vous vous en souvenez, Elisabeth Borne, elle a pourtant ordonné à ses ministres, quelques jours plus tôt, d'avoir de l'exemplarité en matière de sobriété énergétique. Alors Olivier Véran, le nouveau porte-parole du gouvernement, a réagi. Il admet une faute manifeste. On y revient avec Alexia Prunier et Guillaume Marquis. Des voitures à l'arrêt avec un moteur allumé durant tout le Conseil des ministres. Difficile pour le gouvernement de s'appliquer ses propres recommandations sur la sobriété énergétique. En conférence de presse, Olivier Véran ne cherche même pas d'excuses. Bien sûr, évidemment, mais vous avez raison. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français, l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Vous savez quoi ? Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Une image, quelques semaines après les efforts demandés aux Français pour consommer moins. On s'habitue, malheureusement, parce que c'est la pratique commune. Quand j'ai commencé à m'investir en politique en 2010, je prenais des photos que j'envoyais à mes copains avec une ribambelle de voitures noires. Toutes les moteurs allumés en permanence, été comme hiver, certaines garées sur des places handicapées, y compris quand on allait inaugurer des pistes cyclables. Elisabeth Borne avait elle-même demandé dans une circulaire du 25 juillet l'exemplarité à ses administrations. Mais selon cette communicante, les ministres peuvent aller plus loin. Pourquoi est-ce que nos ministres ne feraient pas un petit peu comme les hommes politiques du nord de l'Europe, en Suède, au Norvège ou même au Danemark, où ils utilisent un petit peu plus le vélo ? Selon des membres de la majorité, la consigne de ne plus faire tourner les moteurs pendant le Conseil des ministres avait été donnée il y a 2 semaines. Consigne non respectée. Bonjour Alexander Nikolic, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Alors faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On a vu ces moteurs allumés pour faire tourner la clim. J'ai dit l'inverse, c'est ça ? Non, c'est la bonne formule. Non, mais je vois que notre invité est actuellement en voiture. C'est la première question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que vous êtes à l'arrêt avec le moteur allumé et la climatisation marche ? Les pièges. Je suis à l'arrêt, j'ai chaud, la clim est évidemment éteinte. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant comme décalage d'ailleurs. Parce que moi j'ai des enfants et vous voyez quand on est dans les bouchons par exemple, quand on roule pas très très vite, si on baisse les vitres, ça suffit pas pour que les enfants ne pleurent pas et tout. Et on voit le gouvernement et notamment M. Véran qui demande d'arrêter la climatisation, qui demande aux Français de faire des efforts. Et après on a ce décalage où on peut même pas pendant des heures, quand la voiture n'est pas utilisée, la mettre à l'arrêt et le chauffeur peut sortir dehors, évidemment, du véhicule. Et les ministres qui vont rentrer peuvent attendre un petit peu avant que la voiture roule et donc qu'il fasse un peu plus frais au sein du véhicule. C'est vraiment évidemment un symbole. C'est pas ça qui va faire grandement augmenter le réchauffement climatique, mais c'est un symbole qui a de quoi énerver les Français qui voient des ministres leur demander de faire des efforts, qui imaginent déjà, comme c'est déjà suggéré, qu'ils ne pourront pas se chauffer cet hiver, qu'ils vont devoir subir de plus en plus les restrictions liées à des politiques, parce que on voit l'augmentation des prix de l'énergie. Donc voilà, je vais revenir là-dessus, mais il y a à la fois des réformes structurelles à mener pour faire en sorte
produire de l'énergie moins chère, revenir à ce qu'on avait fait, le nucléaire. On a pris beaucoup de retard. Penser à réouvrir Fessenheim, par exemple, même si ça va mettre du temps. Revenir à des systèmes de production d'énergie qui nous rendent indépendants, qui produisent une énergie moins chère, mais constante, pour qu'on n'ait pas à subir ce qui touche la planète entière. Et puis voilà, l'inflation ne touche pas que l'énergie. On voit l'alimentation qui prend aussi 7%, d'autres produits qui voient une augmentation. Et ça, pour les Français, c'est évidemment insupportable parce qu'ils n'arrivent plus à finir les fins de mois. Et il y a des vraies politiques à mener. On vous entend sur ces propositions du Rassemblement national concernant donc, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui. À juste titre, vous parliez également de l'inflation qui touche d'autres produits, mais on parlait de l'environnement et de l'exemplarité en termes de sobriété énergétique. Vous diriez, vous, que tous les élus rassemblements nationaux sont aujourd'hui totalement exemplaires, ou est-ce que vous aussi, dans votre famille politique, vous avez peut-être mis en place aussi un programme pour essayer de faire les choses mieux et montrer l'exemple ? Alors, c'est suggéré et c'est demandé à tous les élus donc d'avoir cette exemplarité. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça se voit, mais moi j'ai chaud là dans la voiture. C'est demandé, on doit tous faire cet effort en termes d'image. Mais je vous dis, c'est au-delà du symbole, il y a comment on va faire pour évidemment diminuer les gaz à effet de serre. Réimporter par exemple, avec des vraies réformes structurelles. Je rappelle que 51% des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays viennent des importations. Et comment on va faire justement en modernisant notre appareil industriel, en baissant les charges, en acceptant et en valorisant l'agriculture raisonnée pour reproduire localement. C'est comme ça qu'on polluera moins dans l'avenir et qu'on diminuera le réchauffement climatique. C'est assez nouveau que vous vous intéressiez à ces questions au Rassemblement national. Jusqu'à présent, ce n'était pas franchement un sujet pour vous? On s'y est toujours intéressé, mais on a toujours considéré que juste marcher, par exemple, pour le climat, c'était pas suffisant, que c'était un peu plus sérieux que ça, et qu'il fallait avoir une vraie politique sur le long terme, avoir une production énergétique qui n'émet pas de gaz à effet de serre, comme je viens de le dire, sur le nucléaire, par exemple, parce que là, on a pris un retard qui est considérable et qui va nous pénaliser dans les années futures. Il n'y a pas de solution immédiate dans les 3-4 ans. Et puis savoir comment on va faire. Je parlais des importations pour diminuer évidemment les gaz à effet de serre du fait de ces importations-là. Ce qui est très inquiétant, c'est que notre balance commerciale, elle bat des records en déficit. Encore là, les derniers chiffres au mois de mai nous disaient 13 milliards de déficit. Voilà, c'est au-delà de l'exemplarité, et on le voit que les ministres n'appliquent pas, il va falloir évidemment mener une vraie politique pour diminuer les gaz à effet de serre dans ce pays, et c'est loin d'être le cas, et au-delà des postures idéologiques. Merci beaucoup Alexander Nikolic d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du groupe RN au Conseil régional Centre-Val de Loire. Tout de suite, l'infotrafic. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. On va rester sur la route avec donc ce week-end de chassés-croisés, les vacanciers juilletistes qui rentrent, les Haussiens, eux, qui ont la chance de partir en vacances. Des routes chargées, donc on le disait, et également sur le rail à la SNCF avec un week-end record, 1 million de voyageurs dans les gares. On va voir comment ça se passe à la gare Montparnasse à Paris pour ces grands départs. Célia Jousse-Freddy, vous êtes sur place. C'est la gare qui emmène les vacanciers vers cette belle région qui est le sud-ouest, très prisé évidemment pour les vacances. Il y a des renforts de personnel prévus aujourd'hui en gare pour accueillir tous ces voyageurs ? Oui, c'est ça. La gare se remplit de plus en plus. Et comme vous le disiez, ici, on part dans le sud-ouest, on part en Bretagne. Et ce sont les destinations les plus prisées pour cet été par les Français avec la Méditerranée. Alors, un important dispositif est mis en place à l'intérieur de la gare, car on attend 1 million de personnes sur le week-end. Il y a beaucoup d'agents qui sont là pour conseiller, pour guider les voyageurs, pour qu'ils aillent jusqu'à leur quai et que tout se passe dans le calme. En tout cas, ces voyageurs, cette année, ils ont anticipé leur départ en vacances pour être sûrs de partir. Je vous laisse les écouter au micro de Margot Sève. Je me suis prise 2 mois à l'avance pour prendre les billets, déjà les payer moins cher et être sûr qu'ils ne soient pas complets. On s'est pris au moins 1 mois et demi, 2 mois pour les prix et puis pour pas qu'il y ait plus de place en fait. Juste pour qu'il y ait de la place pour le train, déjà c'est pas mal. Les prix montent vite donc c'est pour ça qu'on les prend à l'avance quoi, pour être sûr que ce soit pas trop cher
pour nous. Les billets de train, on s'y est pris début juin, histoire d'avoir des prix pas trop chers et d'être possiblement à côté. Mais pas d'inquiétude pour tous les voyageurs qui n'ont pas encore réservé leurs billets. Il reste encore 6 millions de billets de longue distance en vente à la SNCF. Il faudra juste être un petit peu plus flexible. Merci Célia Jusfredi en direct de la gare Montparnasse avec Thierry Bouillet. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'est les vacances BFM TV et après l'ouest de la France. Tout à l'heure, on a vu que les Français se dirigent depuis la gare Montparnasse. Cette fois-ci, on vous emmène à l'est, du côté de l'Alsace, aujourd'hui pour une balade très originale puisqu'elle se fait, Thomas, à pieds nus. Bah oui, c'est original. L'expérience sensorielle à travers champs se fait sur un sentier composé en fait d'une vingtaine de textures différentes. Le but, c'est de se reconnecter comme ça à la nature. Reportage de Kevin Drouan et Emeline Darcourt. Si tu as envie d'un appart, Citia. Votre programme avec Citia Immobilier. La boue, c'est ce que ces enfants ont préféré dans leur promenade. Pourquoi vous aimez bien la boue? Parce que c'est relaxant. Relaxant parce que cette boue, ils l'ont foulée avec leurs pieds nus, comme tous les promeneurs qui empruntent ce sentier d'1,5 km dans la plaine d'Alsace. Sensation à chaque étape. C'est froid. Ici, les cailloux ronds, le bois, puis la paille. La paille, c'était agréable. De nos jours, on marche en claquettes ou en chaussures, maintenant en pieds nus, voilà. C'est bien aussi. C'est chouette, il fait bon. On trouve d'autres sensations et justement on se rend compte qu'on marche pas souvent pieds nus parce que le moindre truc, la moindre aspérité, on la sent. Et c'est dans un super endroit, un super contexte. Carole, elle, connaissait déjà le sentier pieds nus, elle y emmène sa famille. Alors moi je marche toujours pieds nus, donc moi, c'est vrai que c'est mon quotidien. Moi, ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup j'aime le faire partager parce qu'effectivement c'est des sensations sympas. Le sentier est entretenu par les bénévoles de l'association La Maison de la Nature du Ride et de l'Alsace centrale. Il est gratuit et conçu comme une sensibilisation à l'environnement. Notre but, notre mission à la Maison de la Nature, c'est d'éduquer tous les publics à la nature et à l'environnement. Et donc, c'est un des moyens qu'on a trouvé pour remplir cette mission qui est vraiment importante à nos yeux. Tout était bien. Et passer du temps avec vous. La balade a été un moment heureux, elle se termine et maintenant, chacun retrouve ses chaussures. Si tu as envie d'un appart, Citia. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Vos rendez-vous de l'été sur BFM TV, c'est l'heure de Ma recette avec un chef. Et on retrouve Apolline de Malherbe derrière les fourneaux aujourd'hui pour nous préparer, vous allez voir, un bon bar au lait. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Aujourd'hui, c'est le jour du poisson avec Christian Lesquer. Bonjour Christian. Bonjour Apolline, Christian, bienvenue dans ma cuisine. Grand bonheur et puis je suis très bien accueillie par un poisson gigantesque. T'as vu la bête? C'est une sacrée belle bête et alors elle a une bouche absolument immense. Ouais. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bar. Je vais te faire une recette de lait ribot. Je suis breton, le sker, tu vois, on peut pas non plus... Le filet qui est très beau, tu vois. Et on va faire 3 petits pavés. Tu vois, très simple. Tu gardes la peau, hein? On garde la peau. On va préparer quelque chose de extrêmement simple. Donc, on va faire... Toi, tu as vraiment dit que c'était du lait ribot. Du lait ribot. C'est du lait fermenté. Ah, ça, c'est un goût d'enfance. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux transporter chez moi? Donc, j'ai pris du lait ribot. Et à Paris, personne ne connaissait le lait ribot. Non. Et au fil du temps, c'est une recette mythique que tout le monde vient manger au 5, ce bar au lait ribot. Et d'une simplicité, tu fais temps pour temps, lait ribot, voilà. Tu fais temps pour temps, tu mets de la crème liquide, on porte à ébullition. Entre-temps, on va préparer notre poisson. Voilà, on met du sel, du poivre, un peu d'huile au fond de la poêle. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Ouais. Oui, tu t'arrêtes avant que l'huile ne bouillonne. Voilà. Tu vois, comme on voit qu'il est frais, tu vois. J'adore, moi, le poisson un peu cru. C'est comme ça que je voulais, tu vois. Voilà, on va l'arrêter, la cuisson, tu vois comment elle est? Très bien, ouais. Elle est parfaite, là. On va dresser l'assiette. C'est quand même facile, hein. Bah, avec toi, c'est facile, hein. C'est voilà, vrai que... Regarde. Parfait, très joli. Tu prends un petit mixeur, un mix, et on va prendre cette mousse de lait.
tu vois. Ou l'écume, tu vois. Regarde. Ah, tu ne prends que la mousse. Tu vois. Et comme c'est très chaud, ça va finir de coaguler ton poisson, et il va rester moelleux. Oh là là. Nous sommes dans un palace. Ouais. Et donc, on peut se permettre quelques fleurs et le caviar. En Bretagne, on mange ça avec des pommes de terre simplement. Mais ici... Le côté caviar va apporter ce côté iodé dans ce lait. Tu rajoutes de la couleur avec des capucines. Voilà, des capucines. Et voilà, c'est fait. Est-ce que tu veux goûter? Ah bah oui. Tout est mousseux. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un enchantement. C'est vraiment du terroir. On a l'impression d'être dans le champ des vaches. Et en même temps, tout d'un coup, on t'élève avec le caviar, avec le poisson, avec la mousse du lait. Voilà. C'est magnifique. C'est un plat terre-mer. Magnifique bar au lait ribot de Christian Lescar. C'était votre programme avec Gens de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un samedi chaud et ensoleillé, la météo avec Guillaume Chéché. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Gens de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un temps estival aujourd'hui, mais sans excès, hein. Profitez-en, car ça ne va pas durer avec donc cette chaleur à nos portes. On la voit, cette chaleur qui nous vient tout droit d'Afrique du Nord. Donc elle va peu à peu envahir toute la France en début de semaine prochaine, avec donc un ciel dégagé quasiment partout cet après-midi, sauf peut-être dans le sud-ouest ainsi que sur la pointe de la Bretagne. Des températures donc encore respirables. 31 degrés à Paris, quand même 34 à Marseille. Et demain, ça se réchauffe de nouveau par le sud, avec donc ce ciel dégagé, sauf près de la Manche, quelques nuages, 23 degrés à Cherbourg, mais jusqu'à 36 degrés à Marseille. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Gens de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est... C'est maintenant sur BFM TV, soyez les bienvenus. Nous vous parlons d'ici. Sur la ligne de front. BFM TV vous emmène sur place. Toute l'année, nous étions là. Pour faire vivre ce grand moment. Vous étiez là. Ça fait du bien d'être ensemble aujourd'hui. Vous avez fait de nous la chaîne d'infos préférée des Français. Pour cela, un seul mot. Merci. 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 Immense clameur de cette foule. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup de votre fidélité à BFM TV. Vous pouvez compter sur nous. Papa, il a encore oublié quel gâteau il doit prendre pour le goûter. Ouais, chérie, c'est moi. Dis, je suis au rayon biscuit, là, et je me demandais... Avec Course EU, vous allez oublier que vous êtes chez vous. Sur courseu.com, retrouvez vos produits et vos rayons comme en magasin et choisissez entre le drive ou la livraison dans toute la France, même pendant vos vacances. Alors rendez-vous sur courseu.com pour retrouver votre magasin presque comme si vous y étiez. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. » Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime, je suis prêt pour l'été. Alors pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour faciliter votre transit. Le bon boost, c'est Nova Boost. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Hein. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Un POC, quoi, ou un pet. Parce que les voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser.
Ça va jaser. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur Écart.fr. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Chez Amassif, t'es vraiment plus qu'une simple personne qui paye une assurance. Ouais, t'es vraiment quelqu'un... En fait, on n'est pas pris pour des gens un peu naïfs. Exactement, oui, c'est ça. Je les ai appelés, j'étais en panique. Ils m'ont dit, mais pas de soucis, calmez-vous. De la bienveillance. Et ça faisait vraiment plaisir parce que j'étais vraiment perdue. La Massif, c'est vous. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses, éco-rénover leur maison, réduire la consommation d'énergie de leur entreprise, passer à l'électrique, et une banque qui leur en donne les moyens. Au Crédit Agricole, on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense à toi tout le temps. Et donc je crois que c'est plus que de l'amitié en fait. J'en suis sûr. Si avec ça vous avez pas le rôle. Merci. Avec la carte avantage à 49 € par an, moins 30% sur vos voyages. Il y aura toujours un TGV Inouï sur lequel compter. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Il est 11h sur BFM TV, vous regardez le Live Weekend. Merci d'être avec nous. L'actualité ce samedi, Gérald Darmanin en déplacement à la Guillotière à Lyon. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les 3 policiers agressés il y a 10 jours dans ce quartier sensible. Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs, a déclaré le maire de Lyon, qui va boycotter cette visite. On trouvera sur place Anaïs Krauts dès le début de cette édition. À la une également, 1 million de voyageurs attendus dans les trains ce week-end et un trafic noir dans le sens des départs aujourd'hui, rouge pour les retours. Voici ce qui vous attend pour ce week-end de chasse et croisée, entre juilletistes qui rentrent et haussiens qui partent. Nous serons avec nos reporters sur les principaux axes routiers et en gare. Nouvel épisode caniculaire attendu sur la France. Les températures vont repasser au-dessus des 30 degrés pendant plusieurs jours. Le réchauffement climatique devient une réalité avec des conséquences de plus en plus graves pour la planète. Méga-feux, sécheresse, inondations, comme dans le Kentucky aux États-Unis. Alors est-ce que la Terre perd la boule? On en parle tout à l'heure avec nos spécialistes. Gérald Darmanin est en déplacement à Lyon en ce moment même. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les 3 policiers violemment agressés la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière. Une affaire qui a fait beaucoup parler et réagir. Anaïs Krauts, vous êtes sur place pour BFM TV. Vous suivez cette visite qui a commencé par la visite d'un centre de rétention administrative. Exactement, le ministre de l'Intérieur y a passé environ 1 heure dans ce centre de rétention administrative, à une trentaine de kilomètres de Lyon, un centre de 140 places destiné aux étrangers soumis à une procédure d'éloignement. Il a donc échangé tout au long de cette première étape avec les policiers, les agents de la police aux frontières qui gèrent les admissions, la détention, mais aussi la surveillance de ces personnes. Une inauguration qui vient appuyer les propos de Gérald Darmanin qui avait assumé il y a quelques jours une volonté de double peine pour les délinquants étrangers, c'est-à-dire une condamnation puis une expulsion. Et puis cette première étape dans la métropole lyonnaise où la question de la sécurité est au cœur des préoccupations. On ne doit rien au hasard, des préoccupations autour de la sécurité, notamment dans le quartier de la Guillotière. 3 policiers, vous l'avez dit, ont été agressés la semaine dernière alors qu'ils procédaient à une interpellation. Gérald Darmanin va donc les rencontrer. Il doit se rendre là dans les minutes qui viennent dans le commissariat du 3e et 6e arrondissement pour parler avec eux avant une rencontre avec les commerçants et les habitants de ce quartier excédés, en colère, qui ont vu la situation se dégrader depuis plusieurs mois. Pour maintenir l'ordre dans ce quartier, des moyens supplémentaires avaient été alloués avec des patrouilles constantes de la police municipale mais aussi de la BST, une unité dédiée de policiers expérimentés sur le terrain dans ce quartier de la Guillotière. Un plan d'action qui est défendu par le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, mais pas encore suffisant selon lui. Il demande à l'État d'allouer encore plus de moyens pour maintenir l'ordre dans ce quartier et a donc décidé de boycotter cette visite du ministre de l'Intérieur aujourd'hui.
Merci Anaïs Kroutz, en direct de Colombier-Saunier dans le Rhône avec Médéric Soltani pour BFM TV. Nous sommes avec Alexis Cuvillier du service politique BFM TV sur le plateau. Après la forme de cette visite, toute cette journée aujourd'hui de Gérald Darmanin, il y a aussi le fond de cette histoire. On se rappelle donc de ces 3 policiers violemment agressés dans le quartier de la Guillotière samedi dernier. Enfin non, c'était parce que ça, il y a 10 jours, puisque voilà, justement, Gérald Darmanin, le 20 juillet, c'était le 20 juillet. Et donc le ministre de l'Intérieur qui ne se rend sur place que 10 jours plus tard. Pourquoi cette visite aujourd'hui et à cette date ? C'est vrai qu'il y a eu un petit délai, peut-être lié aux conditions de l'enquête et aux avancées de l'enquête. Néanmoins, malgré ce délai, Gérald Darmanin a beaucoup communiqué sur cette affaire de la Guillotière par tweet. Ça a été très reproché, ça lui a été reproché le week-end dernier, vous vous en souvenez, avec ce tweet un petit peu imprécis, puisque le ministre de l'Intérieur visait un délinquant étranger qui s'est avéré dans un deuxième temps, selon les informations de la justice, pas lié directement à cette affaire, mais qui néanmoins, a dit le ministre de l'Intérieur, va bien être expulsé. Et voilà, du coup, pour le ministre de l'Intérieur, la volonté aujourd'hui bien de marquer peut-être un changement, peut-être d'aller un peu plus loin désormais dans l'action, passer outre la communication. Vous savez que c'est un reproche qu'on lui fait parfois, qu'on fait plus globalement à ce gouvernement, d'être très offensif dans les mots, pas toujours suivi d'effet dans les axes. Les tweets aussi, puisqu'il les a multipliés. Oui, c'est ça, et c'est le reproche que lui ont fait pas mal de personnalités dans l'opposition. Et puis, on en parlait, c'est vrai qu'il y a aussi ces 2 lignes différentes, c'est Anaïs Kroutz qui le disait, entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui boycotte cette visite, qui dit dans un tweet qu'une promesse initiale de 300 policiers nationaux nets, qui a été faite, cette promesse il y a 2 ans, n'aurait selon lui pas été suivi d'effet. Donc on est exactement dans ce qu'on disait. Autre aspect un peu politique dans cette visite, il y avait la présence aujourd'hui auprès du ministre de l'Intérieur du député Alexandre Vincendé, qui est un député LR du secteur, qui est quelqu'un qui est très présent sur les questions sécuritaires, mais qui est aussi présenté parfois comme étant Macron compatible. Donc on voit là aussi Gérald Darmanin, ancienne personnalité de droite, qui lance aussi un message à cet électorat de droite qui est évidemment très concerné par ces questions de sécurité. On est dans la région de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très populaire à droite, qui observe une période un peu de recul sur ces sujets, qui a assez peu commenté l'affaire de la Guillotière, si ce n'est pour lui aussi, comme Gérald Darmanin, un peu renvoyer la responsabilité au maire de Lyon, Grégory Doucet, le maire écologiste, en disant qu'il ne fait pas assez de choses contre l'insécurité dans sa ville. On est justement en ligne par Skype avec Fanny Dubos. Vous êtes la maire écologiste du 7e arrondissement de Lyon. Vous venez d'entendre ces accusations. Est-ce qu'il y a eu un déficit de sécurité à Lyon, et notamment dans ce quartier de la Guillotière ces derniers temps ? Bonjour. Oui, vous l'avez dit, la visite aujourd'hui du ministre, elle est très portée sur la politique avec un député LR et puis la communication. Nous, le message qu'on souhaite envoyer aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans qu'on est élu, Grégory Doucet et toute son équipe, pour nous, la Guillotière, c'est notre quotidien et c'est pas uniquement le jour de la visite d'un ministre qu'on s'en préoccupe. Sur la sécurité, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut des forces de police présentes sur le terrain, c'est le cas, notamment notre police municipale qui est là le matin et qui est ensuite relayée par la police nationale. Mais par contre, on manque d'effectifs et c'est ça qui est demandé aujourd'hui au ministre de l'Intérieur. Fanny Dubos, vous-même habitez dans le quartier de la Guillotière. C'est en tout cas ce que l'adjoint du maire de Lyon nous a dit tout à l'heure. Vous nous le confirmez. Est-ce que justement, en tant que riveraine de ce quartier, vous constatez au quotidien ce manque cruel de forces de police ? Oui, tout à fait. Moi, j'y habite depuis 9 ans et je vois les évolutions quotidiennes. Ce qui se passe, c'est que effectivement, depuis que la police municipale et la police nationale sont coordonnées, sont présentes, on voit des accalmies sur la place, mais ce n'est jamais suffisant, notamment en cette période estivale, début juillet, on a vu un petit peu des flottements. Et donc, nous, notre police municipale est bien présente. On recrute d'ailleurs. La ville de Lyon fait des efforts considérables pour recruter des nouveaux policiers municipaux, plus 37 cette année, mais on a encore besoin de présence policière, mais on a aussi besoin d'autres politiques publiques et c'est ce à quoi s'emploie également la ville de Lyon et la métropole de Lyon en termes d'aménagement, en termes d'accompagnement social, en termes de santé, en termes de commerce.
Donc une visite pour de la communication, si on vous comprend bien. Fanny Dubost, vous restez en ligne avec nous. On est aussi avec Thierry Clair en direct. Vous êtes le secrétaire national du syndicat UNSA Police. Des moyens supplémentaires à la Guillotière. La police nationale les réclame depuis longtemps. Oui, bien sûr, les moyens en effectif notamment. Au mois de décembre, d'ailleurs, une brigade de surveillance territoriale, une BST, a été créée en décembre 2021, justement, pour travailler essentiellement sur le quartier de la Guillotière par rapport à ce noyau de délinquance qui existe, qui est important et sur lequel véritablement il faut lutter. Alors c'est vrai que les besoins en effectif sont réels. Le ministre avait annoncé des renforts déjà l'année dernière. Il y a des renforts qui sont arrivés. C'est vrai qu'ils ont été une plaque tournante. Il y a des départs. Il y a des arrivées, mais il y a également des départs. Il y a également 40 gardiens de la paix qui sont attendus en sortie d'école pour une arrivée au mois d'août. Et le ministre a annoncé en tout cas des renforts beaucoup plus conséquents. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est vrai que nos collègues travaillent très souvent à flux tendu. Je pense à nos collègues police secours, notamment sur la division centre, celle du quartier de la Guillotière, parce que le nombre de missions est très important. Et je pense que là aussi, la sécurité, je dirais, c'est l'affaire de tous. Moi, je poserais simplement la question, qu'est-ce qui est fait aussi par la ville de Lyon sur ce quartier-là? Je pense que véritablement, c'est important de s'y atteler. On ne peut pas laisser des vendeurs à la sauvette s'installer, perdurer. Je veux dire, il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut aussi que ce quartier-là soit et appartienne, je dirais, à la population et non à un noyau de délinquants. Eh bien, Thierry Clair, on va poser votre question justement à Fanny Dubost, puisqu'elle est là avec nous, toujours maire écologiste du 7e arrondissement de Lyon. Vous avez entendu le secrétaire national du syndicat UNSA Police demander ce que fait la ville de Lyon sur ce quartier de la Guillotière au quotidien. Vous avez parlé d'un petit renfort de policiers municipaux, mais qu'est-ce qui est fait peut-être de manière plus associative ou d'autres actions qui pourraient peut-être alléger le travail aussi des policiers nationaux? Alors, c'est pas un petit renfort, c'est quand même une augmentation des salaires de la police municipale, ce qui n'était pas arrivé depuis 18 ans. Et puis, plus 37 policiers, c'est la première fois depuis 2014 qu'on atteint ce chiffre sur la ville de Lyon. Mais je rejoins votre interlocuteur, il y a beaucoup d'autres choses à faire à la Guillotière. Il faut de la présence policière, mais il faut aussi agir sur les autres leviers. La ville de Lyon a débloqué 150 000 € pour des associations politiques de la ville pour qu'elles puissent agir sur le quartier, 100 000 € pour un programme d'accompagnement des jeunes en errance. Il y a des réflexions et des annonces qui vont être faites sur l'aménagement de la place, qui est effectivement pas forcément idéal et qui peut du coup être propice au trafic. On a une politique sur le commerce, de diversification commerciale dans le quartier. Et puis il y a surtout le souhait d'être vraiment auprès des riverains avec l'ouverture d'une maison des projets qui s'est ouverte en juillet, où les riverains peuvent venir poser leurs questions, échanger. Il y aura des permanences d'élus. Donc c'est vraiment une présence constante de la ville de Lyon sur ce quartier, une priorité dès le début du mandat. C'est ce que Grégory Doucet avait annoncé. C'est d'ailleurs dès le début du mandat qu'il avait demandé des renforts de policiers nationaux au ministre. Et pour marquer sa désapprobation, donc, le maire de Lyon, vous-même également, je pense, n'irez pas accueillir Gérald Darmanin, qui est attendu tout à l'heure dans ce quartier de la Guillotière. Merci Fanny Dubost d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. On remercie également Thierry Clair. Allez, l'autre dossier ce matin, ce sont ces températures en France qui vont de nouveau s'emballer. Guillaume Séchet, plus de 30 degrés cet après-midi, et ça va durer encore plusieurs jours. On en est déjà à la 3e vague de canicule cet été. C'est fou, effectivement. En tout cas, 3e vague de chaleur. Canicule, on atteindra peut-être ce seuil, effectivement, dans les prochains jours, mais on ne sait pas encore très bien. Toujours est-il que la chaleur ne nous a pas jamais vraiment quittés. Elle est restée aux portes de la France au cours de ces derniers jours. Elle concerne d'ailleurs beaucoup actuellement l'Espagne. Il fait plus de 40 degrés en Espagne, actuellement, en tout cas sur le sud de l'Espagne. Alors cet après-midi, on aura autour de 30 degrés. Ce seront encore des températures raisonnables. Profitez-en, on va encore souffler. Oui, on est en été après tout. Voilà, on est en été. Enfin, on est en été. Il y a quand même des étés qui sont moins chauds que celui-ci. Demain, donc, on aura des températures déjà un petit peu plus élevées, en tout cas au sud, notamment dans le sud-est. Il fera déjà 36 degrés à Marseille. Et c'est surtout à partir de lundi, en fait, que la véritable chaleur venue du Sahara va envahir une bonne partie de la France, avec un pic d'ailleurs mercredi qui sera vraiment une journée très difficile pour tout le monde. Donc vous voyez les températures donc maximales entre lundi et mercredi sur cette carte. Le pic sera atteint sans doute mardi dans le sud-ouest avec 36, 39, voire 40 degrés, ainsi que sur la basse vallée du Rhône. Puis progressivement, donc, ces très fortes chaleurs vont remonter vers les régions du nord-est. Et donc, le nord-est connaîtra des températures extrêmement élevées également mercredi. Ensuite, ça devrait quand même redescendre peu à peu.
Alors, cette chaleur, vous le savez tous, est accompagnée d'une sécheresse historique. Quasiment toute la France, désormais, tous les départements de France, sauf 3 départements, c'est-à-dire Paris, la Seine-Saint-Denis ainsi que les Hauts-de-Seine sont concernés donc par cette restriction d'eau. D'ailleurs, vous voyez que le centre-ouest est particulièrement touché actuellement. Et l'on voit d'ailleurs à travers ces 2 images satellites qu'il y a vraiment une différence par rapport à l'année dernière. À gauche, c'était l'année dernière. On a eu quand même quelques pluies. Et à droite, cette année, où les campagnes sont vraiment très jaunes. Sachez d'ailleurs qu'il s'agit d'une des sécheresses les plus marquées, jamais enregistrées en France. En tout cas, depuis le début des mesures en 1957, on n'avait jamais eu des sols superficiels aussi secs que cette année. Ça devient grave quand même. Ça devient grave, effectivement. Avec des conséquences directement liées au réchauffement climatique. D'ailleurs, il faut savoir qu'on en est à notre 3e vague de chaleur. Mais on n'est pas encore à la fin de l'été et le dernier record, c'était 3 vagues de chaleur donc en 2007. 2017. Il faut encore battre un autre strict record. Merci Guillaume Séché pour ces précisions. Et forcément, avec cette chaleur, avec cette sécheresse dont nous parle Guillaume, mais aussi avec le vent, c'est un week-end à haut risque sur le front des incendies. Vous l'avez vu ces derniers jours. Tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône, par exemple, sont fermés aujourd'hui. Un total de 25 massifs donc interdits au public. Prudence également du côté de la Corse, où les chasseurs sont mobilisés ce week-end pour prêter main forte, pour surveiller les départs de feu. Élise Breteau est sur place. Les chasseurs sont appelés en renfort sur toute l'île pour signaler tout départ de feu, car ici, tous les massifs forestiers sont concernés par la sécheresse. Et ces forêts, les chasseurs, évidemment, les connaissent bien. Du nord au sud, le maquis est très sec. Il a même roussi par endroits. Il faut dire qu'il n'a quasiment pas plu depuis 3 mois. Ici, les départs de feu sont presque quotidiens, mais pour l'instant, heureusement, rapidement éteints grâce au quadrillage des pompiers et au largage des moyens aériens. Aujourd'hui encore, 3 massifs forestiers sont fermés en raison d'un risque incendie jugé très sévère. La forêt de Bonifat, près de Calvi, la partie ouest des Agriates et le Fang. Interdiction de circuler et bien sûr interdiction d'emploi du feu. Il est plus largement recommandé à tous de la plus grande prudence si vous vous trouvez en montagne aujourd'hui. Voilà, sécheresse, forte chaleur, cette nouvel épisode de forte chaleur attendu d'ici le début de la semaine prochaine. On est quand même sur du jamais vu, comme nous l'expliquait tout à l'heure Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. C'est vraiment du jamais vu. On est en train de battre tous les records. C'était évoqué il y a quelques instants par Guillaume. Effectivement, c'est le mois le plus sec, le moins de précipitations. Donc évidemment, la situation est un peu catastrophique et il semble que ça va durer puisque on l'annonce effectivement cette vague de chaleur, la 3e qui arrive la semaine prochaine. Et à vrai dire, on ne voit pas la fin puisque les tendances en dehors des orages qui pourraient subvenir à partir de la fin de la semaine prochaine, eh bien, il y a de nouveau des vagues de chaleur qui pourraient revenir sur la France d'ici la fin du mois d'août. Et puis cette situation aux États-Unis, là aussi avec les effets du réchauffement climatique, des changements climatiques en tout cas, c'est ce bilan encore provisoire de 25 morts dans l'État du Kentucky, avec ces inondations qualifiées comme les pires de l'histoire du pays. Oui, ces inondations provoquaient des glissements de terrain. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle. Des renforts fédéraux vont être mobilisés sur place pour venir en aide aux sinistrés. Nicolas Laure. Un quartier entier submergé par les eaux. Le Kentucky a vécu ces dernières 24 heures les inondations les plus importantes de son histoire. Au sol, des paysages dévastés. Cette habitante de Lexington s'est retrouvée piégée par la crue avec son mari, en chaise roulante. Bloqués dans leur voiture, ils ont été secourus in extremis par un voisin. Il pleuvait si fort, je n'ai pas pu sortir la chaise roulante. Alors il m'a dit que tout irait bien et qu'on dormirait dans la voiture cette nuit. J'étais si effrayée, mais je n'allais pas l'abandonner. Je me suis juste assise et j'ai prié. Plus loin, à Jackson, une autre ville touchée par les crues dans le Kentucky, cette habitante fait le tour de son quartier pour s'assurer que ses voisins sont en sécurité. Dans quel état est votre maison? Elle a été sauvée par les secours. L'hélicoptère est descendu à environ 1 mètre de ma voiture. Ils ont téléphoné à l'équipe d'intervention et ils sont venus dans leur véhicule à 4 roues. Ils ne sont venus qu'à mi-chemin, puis ils ont marché pour venir me chercher, moi et mes sacs. Après le déluge, la solidarité entre habitants s'organise. Des denrées alimentaires et des vêtements sont distribués aux sinistrés. Je peux vous promettre qu'ici, nous faisons partie des personnes les plus travailleuses. Nous reconstruirons.
Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi l'état catastrophe majeur dans le Kentucky. D'importants fonds fédéraux seront alloués à l'État pour sa reconstruction. Patrick Marlière, on revient avec vous. On a une question. Est-ce que finalement la planète devient folle ou est-ce que clairement ce sont là aussi les effets du changement climatique ? Il y a un peu des deux, puisque effectivement le réchauffement climatique affole l'atmosphère et provoque ces phénomènes extrêmes. Alors on le voit, hein, le Kentucky qui avait déjà été touché il y a 6 mois par des tornades extrêmement violentes, les plus violentes aussi jamais observées dans ce secteur, et puis les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mercredi. Alors c'est l'équivalent, pour comparaison, peut-être des plus forts épisodes cévenols que l'on touche sur le sud de la France en Occitanie. Donc voilà, des quantités d'eau impressionnantes, 300 litres par mètre carré, évidemment. Et la configuration géographique, eh bien, malheureusement, a provoqué ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces inondations, ces cours d'eau qui se transforment en rivières, ces averses orageuses qui se déversent et qui provoquent ces inondations. Donc voilà, une situation qui est vraiment très inquiétante. Et puis évidemment, avec ce type de situation, elle peut se renouveler. Et l'inquiétude aussi en France, puisque la Méditerranée a des températures très élevées. On voyait tout à l'heure avec votre météo des plages, près de 30 degrés en Méditerranée. Ben évidemment, avec une Méditerranée aussi chaude, hein, donc eh bien évidemment, les phénomènes cévenols qui touchent le sud de la France pourraient se reproduire et de façon assez violente aussi au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc évidemment, on reste en vigilance et on surveille ces événements sur la France. Guillaume Séché, pour conclure ce dossier, on constate des changements climatiques profonds. Oui, au niveau mondial en fait. Regardez d'ailleurs cette carte, elle est assez parlante. Il s'agit de la carte des anomalies de pression atmosphérique depuis cet automne sur la planète. Et l'on voit clairement une migration des anticyclones subtropicaux, c'est-à-dire par exemple l'anticyclone des Açores, vers des latitudes plus septentrionales, à la fois dans l'hémisphère nord, mais également dans l'hémisphère sud. Si bien qu'on a quasiment le climat de l'Espagne en France, avec des records d'ensoleillement. Alors c'est parfois très agréable, avec ces week-ends très ensoleillés, mais ça donne une sécheresse de plus en plus marquée et des chaleurs également de plus en plus marquées, notamment depuis le mois de juin. Merci beaucoup, Guillaume. Et c'est l'autre actualité de ce week-end de chassés-croisés sur les routes, avec une journée classée noire sur les départs, rouge dans le sens des retours. Vous connaissez le principe, c'est la fin des vacances pour les uns et le début pour les autres. Les Haussiens, comme on dit, se chassés-croisés entre juilletistes et Haussiens également dans les campings. On vous retrouve, Marie Luffe, justement dans un camping du côté de l'Alsace, entre Colmar et Strasbourg. Les équipes sont à pied d'œuvre pour accueillir les nouveaux arrivants. Alors effectivement, à pied d'œuvre, mais pas du tout stressés parce qu'ils ont l'habitude. Ce camping, en fait, c'est une propriété familiale qui fonctionne quasiment depuis 50 ans. Et ils sont habitués tout au long de l'année, d'avril à septembre, de voir arriver des vacanciers. Donc le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens ne les stresse pas du tout. Ils ont quasiment rien changé à leurs habitudes. Ils anticipent avec les années davantage la nourriture, le nettoyage des chalets. Mais il faut savoir que ce camping a une spécificité. Les réservations ne sont pas possibles. Il y a 150 emplacements et les personnes viennent soit de l'étranger, Danemark, Allemagne, soit des alentours en Alsace ou de la Suisse et réservent une nuit, plusieurs nuits et passent finalement des temps de séjour très courts. Donc ils s'habituent en fait et ils placent les personnes dans les 150 emplacements disponibles suivant les besoins. Une famille, un couple, plusieurs amis. Et finalement ça se passe plutôt bien. C'est plutôt du côté des vacanciers, les juilletistes, clairement, ils ont une petite larme à l'œil quand ils partent alors que les Haussiens, forcément, ils ont un grand sourire. Voilà, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Merci beaucoup Marie Luffe, en direct de ce camping en Alsace avec Samy Lay. Véro, et bonnes vacances si vous avez la chance d'aller en profiter dans les prochains jours. On va passer tout de suite à l'actualité de l'économie. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Et l'actualité de l'économie qui nous concerne tous en ce moment, c'est cette inflation qui entraîne par ailleurs des hausses des prix, notamment dans les supermarchés. Stéphane Pedrazzi. Oui, 6,7% de hausse sur un an pour les produits de grande consommation dans l'hygiène et l'alimentation. C'est ce qui ressort des relevés qui ont été effectués en grande surface
par l'Institut IRI. Alors effectivement, c'est supérieur à l'inflation, au chiffre global qui a été publié cette semaine par l'INSEE, mais surtout on constate une forte accélération puisqu'il y a encore 3 mois, la hausse des prix dans les supermarchés n'était que de 2,8%, c'est-à-dire 2 points en dessous de l'inflation sur cette période. On constate également que les marques premier prix ont fortement augmenté, 11,4% de hausse. C'est pratiquement 2 fois l'inflation, tout simplement parce que le poids des matières premières dans le prix final de ces produits est plus important que pour les autres marques. C'est logique, mais ça pénalise malheureusement les ménages les plus modestes puisqu'ils ont généralement tendance à acheter davantage de produits premier prix que la moyenne des consommateurs. Dans le détail des produits, assez peu de surprises. Les hausses les plus spectaculaires concernent les viandes surgelées, pratiquement 26% d'augmentation, la viande hachée 19,4%, les pâtes alimentaires 18,5%. Il y a quelques catégories de produits, elles sont assez peu nombreuses, où les prix ont reculé. C'est le cas notamment de la lessive avec une baisse de 0,6%. La mauvaise nouvelle, c'est que la hausse des prix va continuer. Michel-Édouard Leclerc, interrogé cette semaine sur BFM TV et RMC, a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 9% au cours de l'hiver prochain. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Le journal des sports, Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Salut Lia. Bonjour à tous. C'est jour de reprise pour la Ligue 2 et on va surveiller de près les Girondins de Bordeaux qui ont vécu une pré-saison très particulière. Oui, parce qu'ils ont appris mercredi qu'ils étaient finalement maintenus en Ligue 2. Ça s'est joué à quelques minutes près et pas rétrogradé en National 1 comme ça avait été le cas au départ pour des problèmes financiers finalement sauvés par le CNOSF et le comité exécutif de la Fédération française de football. Bordeaux jouera bien en Ligue 2. Soulagement pour le personnel du club, pour les joueurs et pour l'entraîneur David Guillon qui était assez confiant tout de même. J'avais régulièrement mon président au téléphone et on avait confiance dans la direction. On sentait que plus ça allait, plus ça sentait bon, qu'il y avait vraiment des arguments très clairs et solides qui renforçaient à chaque fois le dossier. Oui, la descente en Ligue 2, c'était déjà un petit traumatisme forcément pour les supporters parce que ça faisait très longtemps que Bordeaux n'avait pas connu la deuxième division. Fallait remonter à 1991-92. Le programme avec Bordeaux-Valenciennes à 19h, place au terrain, vous voyez tout le programme, ça finira lundi et on surveillera aussi de près le match à 15h. Entre Dijon et Saint-Etienne. Saint-Etienne, autre institution du foot français qui est en Ligue 2 après une fin de saison cauchemar en Ligue 1 l'an passé, une défaite dans les barrages, les débordements des supporters, des sièges brûlés et puis 3 points de perdus, 3 points de suspension au classement pour les Stéphanois. Difficile donc de se voir déjà comme un favori à la montée pour Laurent Batles. On n'est pas favori, on est déjà à moins de 3 par rapport aux autres. Et il va falloir déjà revenir dans une certaine forme de positive au niveau des points. Avant de parler de favoris, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes que nous qui sont favoris. Parce que nous, obligatoirement, en étant à moins de 3, on n'est même pas encore dans le championnat par rapport aux autres. On va essayer d'être ambitieux pour essayer d'aller prendre 2 points le plus rapidement possible. Et du cyclisme maintenant, il y a, puisque ça y est, on approche de l'épilogue pour le Tour de France Femmes. Il ne reste plus que 2 étapes. Oui, 2 étapes les plus dures. Il y a 8 étapes en tout dans cette première édition du Tour de France Femmes. Et là, la route va s'élever sur les 2 dernières étapes. Hier, étape en Alsace qui a souri à Marianne Vos, la maillot jaune. Une étape animée par une Française, Marie Lenette, très offensive dans le groupe de 13 à l'avant et qui a été reprise seule à 5 km de l'arrivée au sprint la plus forte. C'est Marianne Vos, la néerlandaise, 2e victoire d'étape pour elle dans ce Tour. Parfait pour l'instant pour elle. C'est vraiment une course incroyable. Bien sûr, arriver sur cette fin de semaine avec cette victoire d'étape et de conserver mon maillot jaune à ce moment de la course, c'est une très bonne chose, c'est génial. Je vous le disais, la route va s'élever à partir d'aujourd'hui. On est toujours en Alsace pour cette 7e et avant-dernière étape entre Sélestat et le Markstein. 3 difficultés classées en première catégorie. Et pour terminer, le Grand Ballon, c'est le point culminant des Vosges. On est presque à 1400 mètres d'altitude. Et puis dimanche, dernière étape avec la très difficile montée vers la super planche des belles filles. Il y a des pourcentages à plus de 24%. Ça va être très dur. Et c'est sur ces 2 dernières étapes que le classement général de ce Tour de France Femmes va se jouer. On le rappelle, c'est la première édition. Ouais. On est fiers en tout cas de voir cette nouvelle édition. Évidemment. Avec l'arrivée en altitude, ça change les Champs-Élysées. Elles sont parties de Paris et elles arrivent à la montagne. Merci bien. Ça joue pas bien.
C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Et quel temps pour votre week-end? On retrouve Guillaume Séchet. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un temps très ensoleillé et chaud aujourd'hui, mais sans excès. Vous allez pouvoir profiter de la plage, en tout cas sur la plupart des littoraux. Regardez plutôt les températures de l'eau de mer, actuellement entre 17 et 20 degrés sur le littoral de la Manche et jusqu'à 28, 29 degrés encore. C'est vraiment un record. On pourrait même atteindre 30 degrés à la fin de la saison. C'est vraiment tropical, avec donc cet air très chaud qui nous vient d'Afrique du Nord, qui ne nous concerne pour l'instant pas trop, donc des températures pas trop excessives cet après-midi. Ça ne va pas durer, sachez qu'on prévoit vraiment une vague de chaleur à partir de lundi. En tout cas, cet après-midi, il y aura encore quelques nuages résiduels dans le sud-ouest, du soleil partout ailleurs, du soleil surtout d'ailleurs près de la Méditerranée avec un peu de Mistral et de Tramontane. Les températures cet après-midi aux alentours de 30, 31 degrés. 31 degrés par exemple à Paris, jusqu'à 34 degrés à Marseille. Et donc c'est à partir de demain que ça se réchauffe, surtout dans le sud-est, avec des valeurs largement supérieures à 30 degrés. On ira même jusqu'à 36 degrés à Marseille, 30 degrés à Paris. Et donc, les jours suivants, donc au début de la semaine prochaine, eh bien, les 30 degrés seront largement dépassés. On ira même jusqu'à 35, 36, 40 degrés dans la journée de mercredi, qui verra donc un pic de chaleur avec donc beaucoup de soleil, un soleil de plomb. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il est 11h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous regardez le live week-end à la une aujourd'hui. C'est 10 jours après l'agression de 3 policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière que Gérald Darmanin est donc aujourd'hui en visite dans la ville. Nous suivons le déplacement du ministre de l'Intérieur qui a récemment soulevé la polémique autour des expulsions de délinquants étrangers. Il visite d'ailleurs aujourd'hui un nouveau centre de rétention administrative. Un crime de guerre délibéré selon Volodymyr Zelensky. Il affirme que la Russie a volontairement bombardé une prison où se trouvaient des prisonniers de guerre ukrainiens dans un territoire séparatiste. C'est dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie qui s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette attaque. Elle a fait plus de 50 ans. À la une également, les vacances avec 1 million de voyageurs attendus dans les trains ce week-end et déjà 800 km de bouchons sur toutes les routes de France à 11h. Voici les conditions de ce week-end de chasse et croisée entre juilletistes qui rentrent de vacances et haussiens qui partent. Nous serons avec nos reporters sur les principaux axes routiers dans les gares. Mais tout d'abord, l'actualité en Ukraine avec cette cinquantaine de prisonniers qui ont trouvé la mort dans un bombardement hier à Olenivka. C'est dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, une prison sous contrôle des séparatistes pro-russes. Alors Moscou accuse l'armée ukrainienne d'être à l'origine de cette attaque. De leur côté, les autorités ukrainiennes, dans la voix de Volodymyr Zelensky, dénoncent un crime de guerre perpétré par le Kremlin. Nicolas Laure. Après l'attaque au milieu des débris, seules les carcasses de lits métalliques détruits sont encore reconnaissables. La cible de ce bombardement, cette prison d'Olenivka dans l'est de l'Ukraine, territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. Un site sensible où étaient détenus plusieurs centaines de prisonniers de guerre ukrainiens, parmi eux des soldats du régiment Azov. C'est un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré, alors que quand les soldats du régiment Azov s'étaient rendus, l'Union européenne et la Croix-Rouge avaient obtenu la garantie qu'ils seraient bien traités. Une cinquantaine d'entre eux auraient perdu la vie dans cette frappe, mais le Kremlin nie toute implication et accuse même l'Ukraine d'avoir ciblé ses propres soldats. Ce soir, le régime de Kiev a délibérément mené une provocation sanglante. Le centre de détention provisoire de la région d'Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre ukrainiens, dont des militants de la formation Azov, a été touché par une attaque au missile du système américain de roquettes multiples. Une guerre de communication entre les deux nations belligérantes. L'Union européenne, elle, accuse les forces armées russes d'être responsables de cette attaque et dénonce des atrocités qui pourraient s'apparenter à de nouveaux crimes de guerre.
Et pour aller plus loin, nous sommes de nouveau avec Sylvie Berman, consultante diplomatique BFM TV, et Michel Goya, consultant militaire BFM TV. Michel Goya, pour commencer, expliquez-nous un peu le contexte autour de cette prison. Qui étaient ces prisonniers qui étaient à l'intérieur et qui, pour certains, ont perdu la vie? Alors, la plupart des prisonniers de cette prison venaient de Mariupol. Alors, la prison elle-même se situe sur la route entre la ville de Donetsk, qui est la capitale de la République séparatiste, et Mariupol. Une bonne partie d'entre eux faisaient partie du régiment Azov, bien connu. A priori, cette prison contenait, comme on l'a vu d'ailleurs sur vos images, un peu moins de 200 prisonniers, très concentrés. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu effectivement une explosion dans la nuit et qui a détruit l'ensemble du bâtiment, qui a fait des ravages, qui a tué une cinquantaine de prisonniers, qui en a blessé au moins 75 autres, c'est-à-dire que la presque totalité des prisonniers ont été touchés. Ça, c'est évidemment une certitude. Maintenant, on a un peu de mal à déterminer l'origine de cette attaque et les motivations également de cette attaque. Les deux camps s'accusant mutuellement en réalité d'exécution de masse. Comme d'habitude depuis le début de ce conflit. Oui, mais comment dire, depuis le début de ce conflit, chaque fois qu'il y a des frappes, par exemple, qui touchent la population, qu'il y a des massacres importants, il y a toujours deux narrations qui s'opposent, mais il y en a quand même une qui est quand même beaucoup plus crédible, généralement, que l'autre. Là, on a un peu de mal à déterminer. C'était un événement assez étrange et on a un peu de mal à imaginer, d'une part, les Ukrainiens tirer sur leurs propres prisonniers, on ne voit pas très bien pourquoi, et en même temps, on ne voit pas très bien pourquoi les Russes ou les séparatistes ou Wagner, la société privée qui est également accusée par les Ukrainiens, d'avoir procédé de cette façon. Donc voilà, donc pour l'instant, ça reste très mystérieux. Il faudrait une enquête, en réalité impartiale, internationale, pour déterminer ce qui s'est passé, mais ça risque d'être très difficile. Sylvie Berman, quelle est votre analyse? Qui ment alors? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je crois que, d'abord, on sait qu'il y a quand même des habitudes de mensonges, mais bon, vous avez une guerre de communication, et finalement, la communication, c'est aussi du mensonge. Donc là, comme l'a dit le colonel Goya, on ne sait pas, on n'a pas les éléments, et s'il n'y a pas d'enquête, ça sera impossible de le prouver. Les prisonniers qui étaient là, en particulier ceux qui appartenaient au régiment Azov, normalement devaient faire l'objet de procès, et dans les zones séparatistes, donc la Russie mort avait tout existe. Intérêt à les maintenir en vie. Donc il pouvait y avoir un procès spectaculaire avec les tatouages nazis pour montrer qu'effectivement ils avaient raison d'intervenir. Donc, mais en même temps, effectivement, on ne voit pas non plus quel est l'intérêt des Ukrainiens, donc on ne sait pas. Ce qui est frappant quand même, c'est que les Ukrainiens ont dit qu'il s'agissait de milices Wagner qui auraient agi pas en coordination avec les autorités militaires centrales. Là aussi, c'est très étrange. Donc, franchement, sans enquête, c'est difficile de répondre. Et Michel Goya, cette enquête, elle va être difficile, selon vous, à mener. Oui, bien sûr, parce qu'à chaque fois, pour mener une enquête de ce type, il faut la coopération de tout le monde. Alors peut-être qu'effectivement, les Russes ou les séparatistes vont accepter une présence d'une enquête internationale, ou éventuellement peut-être la Croix-Rouge qui n'avait pas accès à cette prison, il faut quand même le souligner. On accusait quand même beaucoup, il s'est passé des choses sans doute extrêmement sales dans cette prison. Donc peut-être, après tout, on a bien vu un accord récent et un peu inattendu sur les exportations de blé. Peut-être qu'il y aura quelque chose que les Russes accepteront de la présence d'une commission internationale sur place. On sait jamais. Mais voilà, si eux-mêmes sont à l'origine de cette attaque, ce sera probablement pas le cas, quoi. Ce qui est aussi étrange chez Berman, c'est qu'un pays qui détient des prisonniers de guerre est tenu d'assurer leur sécurité, on est bien d'accord?
Oui, bien sûr, mais de toute façon, il y a tellement de violations des conventions de Genève dans ce conflit que beaucoup ne respectent pas ces règles. Alors, les exactions sont évidemment nombreuses du côté russe ou des séparatistes russes, mais les ONG ont dénoncé également des exactions à l'encontre des prisonniers russes de la part des Ukrainiens. Merci beaucoup Sylvie Bermann, merci Michel Goya de nous avoir apporté votre éclairage sur cette situation à l'heure actuelle. Donc en Ukraine, on en vient à présent à cette autre actualité en France, cette fois-ci avec cette image plutôt embarrassante pour le gouvernement. Ces voitures vides qui ont fonctionné, moteur allumé, pour faire tourner la climatisation en plein Conseil des ministres, c'était hier. Fais ce que je dis, fais ce que je fais, visiblement. Je rappelle qu'Elisabeth Borne a ordonné à ses ministres quelques jours plus tôt d'avoir de l'exemplarité en matière de sobriété énergétique. Le gouvernement, également les Français, à faire des petits gestes au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Alexia Prunier et Guillaume Barqui. Des voitures à l'arrêt avec un moteur allumé durant tout le Conseil des ministres. Difficile pour le gouvernement de s'appliquer ses propres recommandations sur la sobriété énergétique. En conférence de presse, Olivier Véran ne cherche même pas d'excuses. Bien sûr, évidemment, mais vous avez raison. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français, l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Vous savez quoi ? Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Une image quelques semaines après les efforts demandés aux Français pour consommer moins. On s'habitue, malheureusement, parce que c'est la pratique commune. Quand j'ai commencé à m'investir en politique en 2010, je prenais des photos que j'envoyais à mes copains avec une ribambelle de voitures noires. Toutes les moteurs allumés en permanence, été comme hiver, certaines garées sur des places handicapées, y compris quand on allait inaugurer des pistes cyclables. Elisabeth Borne avait elle-même demandé dans une circulaire du 25 juillet l'exemplarité à ses administrations. Mais selon cette communicante, les ministres peuvent aller plus loin. Pourquoi est-ce que nos ministres ne feraient pas un petit peu comme les hommes politiques du nord de l'Europe, en Suède, au Norvège ou même au Danemark, où ils utilisent un petit peu plus le vélo ? Selon des membres de la majorité, la consigne de ne plus faire tourner les moteurs pendant le Conseil des ministres avait été donnée il y a 2 semaines. Consigne non respectée. Et voilà forcément qui fait réagir les oppositions. Le président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire était en direct avec nous tout à l'heure et il a du mal à comprendre que le gouvernement demande aux Français de faire des efforts en matière de sobriété énergétique. C'est vraiment ça qui est intéressant comme décalage d'ailleurs, parce que moi j'ai des enfants et vous voyez quand on est dans les bouchons par exemple, quand on roule pas très très vite, si on baisse les vitres, ça suffit pas pour que les enfants ne pleurent pas et tout. Et on voit le gouvernement et notamment M. Véran qui demande d'arrêter la climatisation, qui demande aux Français de faire des efforts et après on a ce décalage où on peut même pas pendant des heures quand la voiture n'est pas utilisée, la mettre à l'arrêt et le chauffeur peut sortir dehors évidemment du véhicule et les ministres qui vont rentrer peuvent attendre un petit peu avant que la voiture roule et donc qu'il fasse un peu plus frais au sein du véhicule. C'est vraiment évidemment un symbole, c'est pas ça qui va faire grandement augmenter le réchauffement climatique, mais c'est un symbole qui a de quoi énerver les Français qui voient des ministres leur demander de faire des efforts, qui imaginent déjà, comme c'est déjà suggéré, qu'ils ne pourront pas se chauffer cet hiver, qu'ils vont devoir subir de plus en plus les restrictions liées à des politiques, parce que on voit l'augmentation des prix de l'énergie. Donc voilà, je vais revenir là-dessus, mais il y a à la fois des réformes structurelles à mener pour faire en sorte de produire de l'énergie moins chère, revenir à ce qu'on avait fait, le nucléaire. On a pris beaucoup de retard. Penser à réouvrir Fessenheim, par exemple, même si ça va mettre du temps. Revenir à des systèmes de production d'énergie qui nous rendent indépendants, qui produisent une énergie moins chère, mais constante, pour qu'on n'ait pas à subir ce qui touche la planète entière. Et puis voilà, l'inflation ne touche pas que l'énergie. On voit l'alimentation qui prend aussi 7%, d'autres produits qui voient une augmentation. Et ça, pour les Français, c'est évidemment insupportable parce qu'ils n'arrivent plus à finir les fins de mois. Et il y a des vraies politiques à mener. On vous entend sur ces propositions du Rassemblement national concernant donc notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui.
à juste titre, vous parliez également de l'inflation qui touche d'autres produits, mais on parlait de l'environnement et de l'exemplarité en termes de sobriété énergétique. Vous diriez, vous, que tous les élus rassemblements nationaux sont aujourd'hui totalement exemplaires, ou est-ce que vous aussi, dans votre famille politique, vous avez peut-être mis en place aussi un programme pour essayer de faire les choses mieux et montrer l'exemple ? Alors, c'est suggéré et c'est demandé à tous les élus donc d'avoir cette exemplarité. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça se voit, mais moi j'ai chaud là dans la voiture. C'est demandé. On doit tous faire cet effort en termes d'image. Mais je vous dis, c'est au-delà du symbole. Il y a comment on va faire pour évidemment diminuer les gaz à effet de serre, réimporter par exemple avec des vraies réformes structurelles. Je rappelle que 51% des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays viennent des importations. Et comment on va faire justement en modernisant notre appareil industriel, en baissant les charges, en acceptant et en valorisant l'agriculture raisonnée pour reproduire localement. C'est comme ça qu'on polluera moins dans l'avenir et qu'on diminuera le réchauffement climatique. C'est assez nouveau que vous vous intéressiez à ces questions au Rassemblement national. Jusqu'à présent, ce n'était pas franchement un sujet pour vous? Ah ben on s'y est toujours intéressé, mais on a toujours considéré que juste marcher, par exemple, pour le climat, c'était pas suffisant, que c'était un peu plus sérieux que ça, et qu'il fallait avoir une vraie politique sur le long terme, avoir une production énergétique qui n'émet pas de gaz à effet de serre, comme je viens de le dire, sur le nucléaire, par exemple, parce que là, on a pris un retard qui est considérable et qui va nous pénaliser dans les années futures. Il n'y a pas de solution immédiate dans les 3-4 ans. Et puis, savoir comment on va faire. Je parlais des importations pour diminuer évidemment les gaz à effet de serre du fait de ces importations-là. Ce qui est très inquiétant, c'est que notre balance commerciale, elle bat des records en déficit. Encore là, les derniers chiffres au mois de mai nous disaient 13 milliards de déficit. Voilà, c'est au-delà de l'exemplarité, et on le voit que les ministres n'appliquent pas, il va falloir évidemment mener une vraie politique pour diminuer les gaz à effet de serre dans ce pays, et c'est loin d'être le cas, et au-delà des postures idéologiques. Et on va rester sur la route avec les départs en vacances. Suivez votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. Week-end de départ et de retour, puisqu'on est en plein dans ce fameux week-end chassé-croisé des vacances entre les juilletistes qui rentrent, les Haussiens qui partent. Et résultat, ce sont 800 km d'embouteillages qui sont enregistrés à 11h sur tout le réseau national pour le moment. Donc c'est vraiment... C'est beaucoup. Ouais, ça illustre bien cette journée classée noire par Bison Futé dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Anne Lorbans, on va vous retrouver, vous êtes dans un poste de contrôle situé au-dessus de l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône, très fréquentée généralement. Comment ça roule justement ? Écoutez, on est en plein dans ce chassé-croisé. On est les deux pieds dedans. Je vais vous montrer un petit peu. Toutes les équipes sont mobilisées. La journée, vous le disiez, a été classée noire dans le sens des départs. Et vous le voyez en direct, cette carte ici au PC Sécurité de Valence, Vinci Autoroute. Tous les petits panneaux lumineux que vous voyez indiquent des ralentissements pour faire Vienne Orange. Ce trajet normalement vous prend 1h30. Et là, il vous faut actuellement, c'est en direct, 4h55. Je vous parlais des équipes mobilisées sur toute cette zone. Ils sont une trentaine, les dépanneurs, les régulateurs trafic à surveiller, à patrouiller sur cette autoroute A7. Et nous avons, il y a quelques minutes, assisté à un départ d'incendie autour de l'aire d'autoroute de Montélimar. Les pompiers sont actuellement sur place pour éteindre cet incendie qui s'est déclaré à proximité d'une voie ferrée. Conséquence pour beaucoup de TGV qui vont vers le sud. Il y a des retards à prévoir parce qu'il va falloir emprunter d'autres axes. Donc cet incendie a eu un impact également sur le trafic ferroviaire. Et actuellement, on est en plein dans les bouchons. Vous le voyez, c'est un véritable accordéon dans le sens des départs sur l'autoroute A7 en direction du sud. Un week-end chargé, train, voiture, on le constate, il faut prendre son mal en patience. Merci beaucoup Anne Lorbans, vous continuez de surveiller les bouchons pour nous avec ces 800 km signalés donc en cette fin de matinée. Dans un instant, le reste de l'actualité et les rendez-vous des vacances sur BFM TV.
C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. Dans 8 secondes, vous êtes arrivé. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'est les vacances sur BFM TV. On a décidé de vous emmener dans l'Est de la France, en Alsace, aujourd'hui, pour une balade, vous allez voir, très originale, puisqu'elle se fait pieds nus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une balade pieds nus? Et oui, c'est un concept, une expérience sensorielle, plus exactement, à découvrir sur un sentier qui contient 20 matières différentes sur lesquelles on peut marcher et ressentir ainsi la nature. Reportage Kevin Drouan et Emeline Darcourt. Si tu as envie d'un appart, Citia. Votre programme avec Citia Immobilier. La boue, c'est ce que ces enfants ont préféré dans leur promenade. Pourquoi vous aimez bien la boue? Parce que c'est relaxant. Relaxant parce que cette boue, ils l'ont foulée avec leurs pieds nus, comme tous les promeneurs qui empruntent ce sentier d'1,5 km dans la plaine d'Alsace. Sensation à chaque étape. C'est froid. Ici, les cailloux ronds, le bois, puis la paille. La paille, c'était agréable. De nos jours, on marche en claquettes ou en chaussures, maintenant en pieds nus, voilà. C'est bien aussi. C'est chouette, il fait bon. On trouve d'autres sensations et justement on se rend compte qu'on marche pas souvent pieds nus parce que le moindre truc, la moindre aspérité, on la sent. Et c'est dans un super endroit, un super contexte. Carole, elle connaissait déjà le sentier pieds nus, elle y emmène sa famille. Alors moi je marche toujours pieds nus, donc moi c'est vrai que c'est mon quotidien moi. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup j'aime le faire partager parce qu'effectivement c'est des sensations sympas. Le sentier est entretenu par les bénévoles de l'association La Maison de la Nature du Ride et de l'Alsace centrale. Il est gratuit et conçu comme une sensibilisation à l'environnement. Notre but, notre mission à La Maison de la Nature, c'est d'éduquer tous les publics à la nature et à l'environnement. Et c'est un des moyens qu'on a trouvé pour remplir cette mission qui est vraiment importante à nos yeux. Tout était bien. Et passer du temps avec vous. La balade a été un moment heureux, elle se termine et maintenant, chacun retrouve ses chaussures. Si tu as envie d'un appart, Citia. C'était votre programme avec Citia Immobilier. La suite de vos rendez-vous de l'été sur BFM TV et c'est l'heure de ma recette avec un chef et on va retrouver Apolline de Malherbe derrière les fourneaux pour nous préparer un bon bar au lait. C'est du poisson. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Aujourd'hui, c'est le jour du poisson avec Christian Lesquer. Bonjour Christian. Bonjour Apolline, Christian, bienvenue dans ma cuisine. Grand bonheur et puis je suis très bien accueillie par un poisson gigantesque. T'as vu la bête? C'est une sacrée belle bête et alors elle a une bouche absolument immense. Ouais. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bar. Je vais te faire une recette de lait ribot. Je suis breton, le Sker, tu vois, on peut pas non plus... le filet qui est très beau, tu vois. Et on va faire 3 petits pavés. Tu vois, très simple. Tu gardes la peau, hein? On garde la peau. On va préparer quelque chose de extrêmement simple. Donc, on va faire... Toi, tu as vraiment dit que c'était du lait ribot. Du lait ribot. C'est du lait fermenté. Ah, ça, c'est un goût d'enfance. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux transporter chez moi? Donc, j'ai pris du lait ribot. Et à Paris, personne ne connaissait le lait ribot. Non. Et au fil du temps, c'est une recette mythique que tout le monde vient manger au 5, ce bar au lait ribot. Et d'une simplicité, tu fais temps pour temps, lait ribot, voilà. Tu fais temps pour temps, tu mets de la crème liquide, on porte à ébullition. Entre-temps, on va préparer notre poisson. Voilà, on met du sel, du poivre, un peu d'huile au fond de la poêle. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Ouais. Oui, tu t'arrêtes avant que l'huile ne bouillonne. Voilà. Tu vois, comme les... On voit qu'il est frais, tu vois. J'adore, moi, le poisson un peu cru. C'est comme ça que je voulais, tu vois. Voilà, on va l'arrêter, la cuisson. Tu vois comment elle est? Très bien, ouais. Elle est parfaite, là. On va dresser l'assiette. C'est quand même facile, hein. Bah, avec toi, c'est facile, hein. C'est voilà, vrai que... Regarde. Parfait, très joli. Tu prends un petit mixeur, un bain mix. Et on va prendre cette mousse de lait. Tu vois? Ou l'écume, tu vois. Regarde. Ah, tu ne prends que la mousse. Tu vois. Et comme c'est très chaud, ça va finir de coaguler ton poisson. Et il va rester moelleux. Oh là là. Nous sommes dans un palace? Ouais. Et donc, on peut se permettre quelques fleurs et le caviar. En Bretagne, on mange ça avec des pommes de terre simplement. Mais ici... Le côté caviar va apporter ce côté iodé dans ce lait.
tu rajoutes de la couleur avec des capucines. Voilà, des capucines. Et voilà, c'est fait. Est-ce que tu veux goûter? Ah bah oui. Tout est mousseux. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un enchantement. C'est vraiment du terroir, on a l'impression d'être dans le champ des vaches. Et en même temps, tout d'un coup, on t'élève avec le caviar, avec le poisson, avec la mousse du lait. Voilà. C'est magnifique. C'est un plat terre-mer. Magnifique bar au lait ribot de Christian Lescar. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il va encore faire chaud et sec ce week-end, la météo de Guillaume Séché.